Bonjour à tous. Donc, il est 17 heures, donc il y a déjà pas mal de gens connectés. Donc, on va doucement commencer ce module Afranom sur la dermatologie. Alors, ce module est conçu peut-être un petit peu différemment des modules précédents, puisque les trois présentations que vous allez avoir le plaisir d'écouter vont surtout partir de vignettes cliniques, ce qui est évidemment le côté chouette de la dermato. C'est qu'on peut avoir des vignettes cliniques avec des photos et des commentaires et partir de là. Et que les présentations se feront donc autour de ces vignettes cliniques plutôt que d'être des présentations, je dirais, purement théoriques. On a un tout petit peu changé l'ordre des intervenants ce soir et donc on va commencer par le docteur Gentiane Moncel et c'est elle qui va commencer par nous présenter ses vignettes cliniques. Alors, le docteur Gentiane Moncel est dermatologue et infectiologue au CHU de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Elle est également responsable du centre de santé sexuelle Cégide de la Pitié. Son domaine d'expertise se partage entre les dermatoses infectieuses et tropicales, les pathologies des muqueuses génitales et les infections sexuellement transmissibles. Tout un programme. Et donc, Gentiane va nous présenter deux types de vignettes, une balanite atypique et une nouvelle IST. Gentiane, on t'écoute. Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'introduction Charlotte. Et donc effectivement, on va démarrer sur deux situations cliniques. Pour partager la main. Non, là. Non. Dans Zoom, tu reviens. Là. Ouais, tu cliques sur partager. Voilà, alors ce premier cas qui s'intitule une balanite atypique. Donc il s'agit d'un patient de 32 ans qui est un homme ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes. Et en fait, qui est venu nous consulter parce que il se plaignait au départ de brûlures mictionnelles. Et donc, il s'agit d'un patient qui est un ancien prépeur, qui actuellement est en couple stable. On notait dans ses antécédents plusieurs IST. Il avait déjà eu une syphilis et une urétrite à chlamydia. Donc, il vient pour ses brûlures. Il est assez inquiet parce qu'il a eu des rapports sexuels de façon exceptionnelle en dehors de son couple. On lui fait le bilan d'emblée avec des PCR chlamydia et gonocoque aux trois sites, donc gorge, anus et urine. Et il est décidé chez ce patient de débuter un traitement présomptif anti-chlamydia par doxycycline, 200 mg par jour pour une durée de 7 jours. Donc on n'avait pas fait de manière associée un traitement par Roséphine, car le patient n'avait pas du tout d'écoulement. Et puis, on voit ce patient qui revient nous voir au bout de 7 jours pour un problème de balanite. Et il nous déclare qu'il recommence à nouveau sa mycose sous antibiotiques. Donc, je vous montre ici un petit peu les photos cliniques de ce patient lorsqu'il revient nous voir à J7. Et donc, vous voyez qu'il a des ulcérations multiples, à la fois du gland et du sillon balano-prépucial, qui sont quand même voilà, assez fibrineuses, qui sont douloureuses et dont le fond n'est pas très propre à l'examen clinique. Alors, je voulais vous demander en première question, quelles sont les hypothèses que vous auriez formulées devant ce patient qui a une balanite? Est-ce que vous pensez à une syphilis, une gonocoquie, une balanite candidosique? Est-ce que vous évoquez un chancre mou ou encore une balanite herpétique ou un autre diagnostic? Alors, juste, comme vous n'avez pas la parole, vous pouvez indiquer vos réponses dans l'onglet Q&R. Si vous avez des idées, n'hésitez pas
soumettre vos réponses dans l'onglet QR, s'il vous plaît. Ou autrement, vous pouvez lever la main et on pourrait lui donner la parole. Donc, j'ai des réponses qui apparaissent. J'ai une première réponse qui propose 3, 4 et 5 comme possibilité. Une deuxième réponse qui propose chancre mou. Troisième réponse qui propose 1, 3 et 5. La personne suivante propose la réponse numéro 5. J'ai encore un 1, 3, 5 et même 6. 1, 3, 5. Ah, donc il y en a quand même, il y a un certain consensus sur certaines Voilà. possibilités. Globalement, à peu près toutes les bonnes réponses voilà, que nous aussi nous avions évoquées ont été proposées. Donc personne n'a proposé le 2. Donc ça, effectivement, la gonococcie ne donne pas des ulcérations de ce type. Bon, après, il faut toujours se méfier quand il y a une proposition autre, parce que ça peut être celle-là aussi. Donc vous avez eu les bonnes réponses. Voilà, on avait évoqué une syphilis, une balanite candidosique, un chancre mou, une balanite herpétique. Et puis, on avait également pensé à autre chose chez ce patient. Et là, je vais vous montrer en fait des illustrations cliniques de ces différentes pathologies pour vous dire à quel point effectivement c'était possible de les évoquer. Alors, tout d'abord, la syphilis. Donc, on rappelle que voilà, au stade primaire, on peut avoir un chancre. C'est vrai que globalement, les caractéristiques cliniques du chancre ne sont pas du tout spécifiques. Et donc, je suppose que vous connaissez cet adage qu'on doit évoquer une syphilis devant toute ulcération muqueuse. Je vous montre ici différents chancres pour vous montrer que les présentations peuvent être diverses et variées. Vous voyez sur la première photo, on voit des chancres un petit peu creusants qui sont multiples, qui sont un peu entourés d'une zone un petit peu macérée. Ici, une lésion qui est beaucoup plus superficielle, peut-être une deuxième lésion ici au niveau du gland. Et puis ici, une lésion qui est plus typique, à type d'ulcération superficielle, indolore, localisée au niveau du prépuce. Et donc, je voulais attirer votre attention sur une forme clinique particulière qui s'appelle la balanite de Follmann, et en fait, qui est une balanite syphilitique, qui est une manifestation rare de syphilis primaire, mais quand même à connaître. Et là, je vous mets un premier exemple d'une balanite de Follmann que j'avais vue moi ici à la Pitié. Et ici, pour vous montrer ce cas qui a été rapporté récemment par des collègues, qui est quand même assez instructif parce qu'il s'agit d'un patient, vous voyez, qui a cette balanite du blanc, qui consulte un dermatologue à son cabinet, qui, bah, voilà, comme on n'était pas dans le contexte d'une consultation dans une clinique de santé sexuelle, pas forcément parti sur le diagnostic de syphilis, et finalement, c'est à l'immunohistochimie avec les anticorps antitréponèmes que le diagnostic a été rétabli. Donc, toujours penser devant une balanite que ça peut aussi être une syphilis. Après, vous l'aviez tous évoqué, hein, le chancre mou. Donc ici, c'est une photo d'un chancre mou. Vous voyez cette ulcération un peu creusante à fond sale et fibrineux. Donc voilà, un chancre mou dû à Hémophilus ducreyi. Et puis, maladie assez rare qu'on voit très peu, nous, en France. Ici, il s'agit d'une ulcération arrondie avec des bords surélevés et qui correspondait ici à une donovanose qui est liée donc à une bactérie qui s'appelle Klebsiella granulomatis. Ici, je vous montre, vous aviez raison, vous aviez évoqué également une balanite herpétique. Donc, un exemple ici d'ulcération superficielle coalescente et douloureuse dans le cadre d'une primo-infection herpétique AHSV2. Et puis, toujours évoqué également la balanite candidosique. Je vous mets ici un exemple de balanite candidosique. Vous voyez avec ses érosions. Vous voyez que là, on ne voit pas vraiment de lésions pustuleuses. Et donc ici, c'est le prélèvement mycologique qui avait permis de faire le diagnostic de balanite candidosique. Alors, en fait, chez notre patient, on le réinterroge un petit peu plus en profondeur avec son problème qu'il nous rapporte sous antibiotiques. Et donc, il nous dit, bah, en fait, l'année dernière, j'avais déjà pris de la doxycycline pour une urétrite documentée à chlamydia et j'avais exactement eu le même problème. Donc, est-ce que là, ça vous fait évoquer un diagnostic particulier? Bon, pareil, vous pouvez réagir dans l'onglet QR si vous avez des idées. Pas beaucoup d'idées dans le QR.
Moi, j'ai quand même. Ah, attendez, j'ai quand même. Voilà, candidose. Voilà, j'allais dire la même chose. On sait que la doxycycline, ça peut donner des problèmes de candidose, par exemple des candidoses vaginales chez les femmes. Euh, Quelqu'un d'autre dit la même chose. Voilà, une deuxième personne répond la même chose. Bah, c'est vrai que le patient, c'est ce qu'il nous avait dit. Mais bon, nous, en fait, on a évoqué un autre diagnostic qui est celui de l'érythème pigmenté fixe. Donc, c'est vrai que c'est une maladie. Ah, bah voilà, il y a quelqu'un qui avait proposé EPF, bravo. Donc, on avait évoqué ce diagnostic d'érythème pigmenté fixe. Et donc, je vais vous parler un petit peu de cette pathologie. Donc, c'est l'érythème pigmenté fixe, c'est une toxidermie qui survient par un mécanisme d'hypersensibilité retardée et qui a une présentation clinique tout à fait particulière puisque globalement, c'est une ou parfois plusieurs lésions érythémateuses qui peuvent devenir bulleuses et qui ont la caractéristique d'évoluer vers une pigmentation post-inflammatoire. Autre caractéristique très importante de l'EPF, c'est que les lésions, si vous reprenez le même médicament inducteur, vont récidiver exactement au même endroit. Les localisations des lésions, ça peut être cutané, mais ça peut être aussi et ou les muqueuses. Il y a un délai aussi qui est assez évocateur. Vous voyez que normalement, les toxidermies, ça survient plutôt entre 7 et 14 jours après l'introduction des médicaments. Et là, c'est beaucoup plus précoce avec l'érythème pigmenté fixe, puisque ça survient globalement entre 1 et 4 jours après la prise du médicament. Les médicaments les plus classiquement pourvoyeurs d'EPF, c'est le paracétamol, les anti-inflammatoires non stéroïdiens et certains antibiotiques. Donc, vous voyez les bêta-lactamines, les sulfamines et les quinolones. Donc, pour l'instant, vous voyez que jusque-là, ce n'était pas tellement connu avec la doxycycline. Ce qu'il y a, c'est que là, on a été un peu en alerte en région parisienne parce qu'on a vu pas mal de cas d'érythème pigmenté fixe qui surviennent après des prises de doxycycline. Donc, je vous montre ici différentes photos parce qu'il y avait très souvent des atteintes génitales. Donc, vous voyez ici, atteinte du fourreau, du gland, du sillon balano-prépucial. Ici, vous voyez des lésions érosives et pigmentées. Ici encore, d'autres lésions. Là, vous voyez des érosions au niveau du gland, un œdème très important, une difficulté pour se décaloter. Et puis là, de la même façon, des lésions érythémateuses qui ont tendance à s'ulcérer et à laisser une pigmentation. Donc ça, c'est un peu la série de cas que nous avons vus en région parisienne et qui a fait l'objet d'une publication. Vous voyez qu'en l'espace de 6 mois, on a vu 15 cas d'érythème pigmenté fixe après prise de doxycycline. Vous voyez, les caractéristiques épidémiologiques, c'est que c'était très souvent des hommes d'âge moyen, entre 25 et 55 ans. Parmi eux, 12 patients avaient déjà pris de la doxycycline. Vous voyez qu'il y avait 11 sur 14 patients qui étaient sous prophylaxie du VIH, donc sous PrEP. Il y avait une atteinte muqueuse très fréquente, puisque vous voyez que 14 patients sur 15 avaient une atteinte muqueuse, et quand il y avait l'atteinte muqueuse, vous voyez que dans 14 cas sur 14, le gland était atteint. Il y avait quand même parmi ces patients 3 patients qui avaient également des lésions cutanées, et puis un patient qui a gardé une cicatrice avec apparition d'une fusion balano-prépuciale. Ce qui était aussi particulièrement intéressant dans cette série, c'est que la doxycycline, elle était prescrite pour traiter une infection sexuellement transmissible dans 11 cas sur 14 et elle était en prophylaxie pré-exposition chez 3 patients. Donc, c'est-à-dire prophylaxie par doxy en post-rapport sexuel pour prévenir l'apparition d'une IST. Alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que je vous l'avais dit, parmi les antibiotiques inducteurs d'érythème pigmenté fixe, la doxycycline n'était jusque-là pas un antibiotique classique. Il y a très peu de cas d'EPF à la doxy qui sont publiés dans la littérature. Je vous montre quand même ici un autre cas. Vous voyez qu'on a dit l'atteinte muqueuse, elle peut être génitale, mais ça peut être également la muqueuse buccale. Vous voyez ces lésions érosives, mais également pigmentées au niveau des lèvres. Vous voyez ici ces lésions maculeuses pigmentées, mais qui ont tendance pour certaines à former des bulles. Et puis ici, sur la dernière photo, vous voyez également des lésions pigmentées inflammatoires. Voilà. Alors, j'ai trouvé que ce cas clinique, il était particulièrement intéressant à présenter aujourd'hui parce que je pense que c'est important de connaître en diagnostic différentiel des IST ce type de toxidermie, donc l'érythème pigmenté fixe, qui touche très souvent les muqueuses génitales. En plus, il semble que l'incidence de ces EPF semble actuellement être augmentée. Et alors, pour l'instant, on n'a pas d'explication claire à ces cas un petit peu groupés.
Est-ce que le fait de prendre de façon répétée en cure courte de la doxycycline pourrait favoriser les EPS? C'est aussi possible. Pour confirmer le diagnostic, en tout cas, on n'en a pas parlé jusque-là, mais c'est l'examen histologique qui nous permettra de confirmer cette toxidermie. Et ensuite, on peut également faire des tests d'application répétés, donc des tests d'application locale d'oxycycline, qui s'appelle le ROT, et qui permettent de confirmer l'imputabilité du médicament dans la toxidermie. Le traitement repose, vous voyez, sur les dermocorticoïdes forts et bien sûr, pour qu'on puisse voir s'il y a vraiment une épidémie d'EPF à la doxy, bah, c'est très important de faire une déclaration si vous avez un système de pharmacovigilance afin qu'on puisse bien répertorier les cas. Alors, j'ai fini avec le premier cas. Je ne sais pas si on fera toutes les questions à la fin. Comme tu veux. Ok, bon bah je continue. On continue avec le deuxième cas. Donc c'est un patient de 45 ans qui consulte pour des lésions cutanées qui s'étendent progressivement depuis quelques semaines. Donc dans son mode de vie, on note que c'est un homme ayant des rapports sexuels avec des hommes, qui a beaucoup de partenaires, qui pratique le chemsex. Vous voyez qu'il a déjà eu de nombreux antécédents d'IST et c'est également un patient qui est sous PrEP. Et donc, il nous consulte parce qu'il a des lésions érythématosquameuses. Vous voyez ici sur les fesses, les deux fesses, et également des lésions à la racine du cuir chevelu. Et puis, on voit également des lésions un peu éparses sur le corps, donc des lésions bien arrondies, assez inflammatoires. Et donc, je voulais voir avec vous quel diagnostic vous auriez suspecté devant ces lésions sur le terrain de ce patient. Est-ce que vous pensez à une syphilis, un pityriasis rosé de Gibert, un Mpox, une dermatophysie étendue ou une gonococcie disséminée? Alors, je vois des réponses arriver. Première réponse qui est numéro 4, donc une dermatophysie. Le suivant dit plutôt le numéro 2. J'ai encore un numéro 4 et un numéro 2. On est à égalité pour l'instant. J'ai quelqu'un qui a du mal à se décider qui dit 1, 2, 3 et 4. Le 4 revient beaucoup. Encore un 1 et 4. Pensez à la Bon, syphilis bah toujours. voilà, si le 4 revient beaucoup, on va peut-être s'arrêter là. Donc, effectivement, c'était la réponse 4 qui était exacte. Il fallait suspecter en priorité une dermatophysie. Mais bon, c'est vrai que dans les diagnostics différentiels, le fait d'évoquer aussi le numéro 1, notamment une syphilis, je pense que c'est bien d'avoir ce réflexe parce que la syphilis est la grande simulatrice et elle peut donner toutes sortes de lésions dermatologiques, notamment des lésions érythématosquameuses. Bon, le pityriasis rosé de Gibert, dans le contexte du patient avec de très nombreux partenaires, je pense qu'on était quand même plus vers une IST. Le Mpox, ça donne plutôt des lésions pustuleuses, mais pas des lésions érythématosquameuses. Donc le 3, ça paraissait pas envisageable dans ce cas-là. Et les lésions de gonococcie disséminée sont plutôt des lésions pustuleuses en regard des articulations. Donc là, on n'était pas dans le bon tableau clinique. Alors, qu'est-ce que vous faites avec ce patient? Vous le rassurez et vous lui dites, bah, écoutez, monsieur, cette fois-ci, rien à voir avec une IST. Est-ce que vous le traitez d'emblée par un traitement antifongique par terbinafine? Ou alors, est-ce que vous faites d'abord un prélèvement mycologique des lésions? Est-ce que vous faites un bilan IST complet? Et est-ce que vous lui demandez si ses partenaires sont également atteints avec le même type de lésion? Donc, pour ceux qui nous ont rejoints entre-temps, vous pouvez répondre ce que vous pensez dans la partie QR et on lit vos réponses. Alors, j'ai 3, 4, 3, 4, 5 et 3, 4, 5 pour l'instant. Donc, Bon, bah un écoutez, bon petit consensus. ouais, moi je suis très contente parce que vous me faites les bonnes propositions. Moi j'avais aussi proposé 3, 4, 5. Voilà. Donc évidemment, faire un prélèvement mycologique des lésions, bah, en fait il s'agit bien probablement de cette fameuse nouvelle IST que j'avais évoquée dans mon titre. Et puis bien rechercher aussi s'il y aurait des partenaires atteints dans l'entourage, puisque a priori ce patient a contracté cette nouvelle IST au cours d'un rapport sexuel. Donc, lorsqu'on l'interroge, il nous dit qu'il a actuellement un partenaire fixe qui n'a pas de lésion. On enquête un petit peu parce que vous savez qu'il y a pas mal de dermatophysies
qui sont transmises par les animaux, mais lui n'a absolument pas d'animal de compagnie, il n'a pas voyagé récemment. Et puis, après avoir fait votre prélèvement mycologique, la culture se positive à Trichophyton mentagrophytes. Et puis, le mycologue vous dit qu'il a réalisé un séquençage de la région ITS qui confirme qu'il s'agit d'un génotype 7. Et donc, je voulais savoir si vous connaissez ce Trichophyton mentagrophytes de génotype 7. J'ai une première réponse qui dit non, donc c'est Qui bien, ça dit veut non. dire. Bon, bah, c'est parfait. Alors, comme ça, on va pouvoir évoquer un petit peu ce sujet. Donc, je vous montre ici, en fait, c'est assez rapide, mais ça, c'est l'arbre phylogénique du complexe Trichophyton interdigitalé et Mentagrophytes. Et vous voyez il y a au milieu le génotype 7 ici, qui est tout à fait particulier parce que, en fait, globalement, tous les autres Trichophyton-Mentagrophytes sont plutôt de transmission zoophile, alors que le génotype 7 montre une adaptation à la transmission interhumaine. Voilà. Alors en fait, l'hypothèse de cette transmission sexuelle de ce génotype 7, vous voyez qu'elle était déjà apparue en 2015 avec les Suisses qui avaient rapporté 7 patients qui avaient des lésions génitales. La plupart en fait avaient voyagé en Asie du Sud-Est et avaient eu des rapports sexuels sur place, dont certains avec des travailleuses du sexe. 5 patients sur 7 avaient eu un rasage de la région pubienne et vous voyez que pour la première fois, ils avaient mis en évidence qu'il y avait 6 patients sur 7 qui avaient des cultures positives à ce Trichophyton mentagrophytes de génotype 7. Mais donc, probablement ici, un lien avec l'Asie du Sud-Est. Par la suite, en 2016-2017, il y a eu un phénomène épidémique à Berlin de Tinea pubis. Cette fois-ci, ils ont rapporté 43 patients. Il y avait à la fois des hommes et des femmes, vous voyez, relativement jeunes, entre 20 et 30 ans. Et vous voyez qu'ils avaient pu mettre en évidence 37 cas d'infection à Trichophyton mentagrophytes de génotype 7 avec suspicion, vous voyez, d'une transmission sexuelle. Cette fois-là, seulement 4 patients sur 18 avaient voyagé en Asie du Sud-Est, qui montrait bien que la transmission était a priori locale du côté de Berlin. Nous, par la suite, en 2021, on a rapporté également 13 patients qui avaient ce Trichophyton mentagrophytes de génotype 7. Vous voyez qu'en fait, et c'est là que ça rejoint un peu notre sujet à la fois de patients sous PrEP et infectés par le VIH, vous voyez que la majorité des patients étaient soit infectés par le VIH, soit sous PrEP. C'était des patients relativement jeunes, d'âge médian 39 ans, qui avaient souvent un lourd passé de maladies sexuellement transmissibles antérieures. Vous voyez qu'on était aussi étonné par la localisation des lésions, donc c'était plus souvent des lésions au niveau génital, au niveau des fesses, mais il pouvait également y avoir des lésions au niveau du corps et de la barbe. Je vous montre ici d'autres cas pour que vous mettiez bien ces lésions dans les yeux. Donc vous voyez qu'il y avait cette atteinte de la région fessière. Vous voyez que la présentation de ces dermatophysies, il y a vraiment des lésions circinées avec un renforcement périphérique. Ici, des lésions, donc vous voyez à la fois au niveau du pubis, au niveau du pli inguinal, mais également au niveau du gland. Et une atteinte que vous devez connaître, c'est l'atteinte également du visage, avec ici, vous voyez, cette atteinte du follicule pilosébacé et des lésions franchement purulentes. Voilà. Par la suite, en fait, après ces premiers 13 patients, on a continué à avoir des cas sporadiques, toujours selon le même profil. Vous voyez des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes qui étaient soit très souvent infectés par le VIH, soit sous PrEP. Et puis, on a également vu des cas sporadiques chez des travailleurs du sexe. Et puis, on a identifié un cluster de patients tout à fait particulier avec un masseur qui a contaminé plus d'une quinzaine de patients au cours de massages tantriques. Vous voyez qu'il y avait une incubation de la dermatophysie d'une durée médiane de 16 jours. Je vous montre ici les photos qu'on a pu observer dans ce cluster qui est survenu à la suite d'un massage tantrique. Sur les 2 premières photos, vous avez les lésions cliniques de la personne qui massait, donc le masseur. Vous voyez qu'il avait des lésions érythématosquameuses au niveau du torse, également au niveau du coude. Et ensuite, là, vous avez de multiples lésions érythématosquameuses au niveau des fesses,
chez les clients qui avaient été massés, le plus souvent, le massage se fait en utilisant les coudes. Ici, je vous montre que les lésions peuvent être particulièrement inflammatoires avec ce quérillon au niveau d'un doigt. Voilà, ça, c'est les caractéristiques de ces 16 personnes du cluster. Donc, pour vous montrer que les lésions étaient très souvent multiples, dans tous les cas, on a pu confirmer qu'il s'agissait bien de ce génotype particulier, le génotype 7. Vous voyez que le traitement était quand même assez complexe, puisque en médiane, nous avons dû mettre 49 jours de traitement par terbinafine pour guérir les patients. Et puis, ce qui était tout à fait exceptionnel, c'est que certains patients avaient toujours des lésions actives un mois après le début du traitement. Et quand on a réalisé des cultures, vous voyez que dans 4 cas sur 9, elles étaient toujours positives. Donc, on a vu pas mal de cas, comme on vous l'a dit, en région parisienne, mais en fait, il commence à y avoir des cas un petit peu partout. J'ai mis les photos de cette publication en Italie pour vous dire vraiment que l'atteinte du visage est très fréquente avec ce génotype, probablement également par transmission sexuelle. Et donc, vous voyez que les lésions sont très inflammatoires, avec parfois des écoulements purulents assez importants. Ça, c'était une étude donc italienne. Et puis récemment, il y a également eu des cas qui ont été décrits outre-Atlantique, donc aux États-Unis, à New York. Vous voyez toujours avec le même type de lésion. Donc au final, que retenir un petit peu sur cette nouvelle IST? Donc nous, on a vu pas mal de cas, probablement parce qu'on est assez sensibilisés. Mais nos collègues de Belgique voient également de nombreux cas. On a des collègues à Lyon qui nous ont dit également qu'ils en voient. Donc on l'a dit, il y a l'Italie, il y a New York. Maintenant, il y a l'Espagne. Depuis peu, on sait que quelques cas sont apparus également en Angleterre. Donc, c'est une épidémie donc, de dermatophysie qui touche principalement des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes qui sont soit infectés par le VIH, soit sous PrEP. Il y a souvent des partenaires multiples et il y a très souvent des antécédents d'IST et puis même d'autres IST concomitantes, puisqu'on a vu des patients qui avaient également en même temps le Mpox. Donc, on a un génotype tout à fait particulier, donc ce génotype 7. Et donc, on est quasiment certain que la transmission se fait par voie sexuelle. Et donc, ce serait probablement un peu le même type de transmission qu'avec d'autres IST, donc comme le Mpox, les contacts cutanés rapprochés, ou alors comme la gale, les molluscomes, ou encore comme les morpions. Voilà, donc ces dermatophysies sexuellement transmissibles, elles ont une présentation clinique particulière. Donc vous aviez reconnu, hein, les médaillons érythémato-squameux sont très évocateurs, mais faites attention parce que les lésions peuvent être parfois assez étendues, assez sévères, parfois très inflammatoires avec des nodules. Et donc retenez ces 3 localisations assez évocatrices, donc région génitale, fesses et visage, mais peut également y avoir d'autres localisations. Retenez également que le traitement est assez complexe et qu'en tout cas, la plus souvent, le traitement local est insuffisant et il faut prescrire un traitement par voie systémique, donc la terbinafine en première intention. Et pour l'instant, il n'y a pas eu de résistance de ce génotype 7 à la terbinafine. Nous, ce qu'on préconise, c'est plutôt de faire d'emblée 4 semaines de traitement avec un contrôle clinique au bout de 4 semaines et poursuite du traitement, voire nouveau prélèvement mycologique s'il persiste des lésions. Voilà, et puis bien prévenir le patient de sa contagiosité qui peut également persister sous traitement. Et puis, on l'a dit, faire un bilan IST complet puisqu'il s'agit bien d'une IST, et puis surtout essayer de prévenir et de dépister dans l'entourage les partenaires sexuels. Voilà, j'ai terminé avec ce deuxième cas clinique. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci Gentiane, c'était super intéressant ces deux maladies un peu émergentes en fait. Enfin, il y en a une qui est bien connue, mais qui semble émerger sous doxycycline et qui, particulièrement avec les atteintes du gland. Alors, est-ce que c'est parce est-ce qu'on distribue beaucoup plus de doxy qu'avant, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui émerge? Et puis cette nouvelle dermatophysie impressionnante, je dois dire, quand on voit les photos. Heureusement, toujours sensible au traitement. Alors, on va regarder un petit peu s'il y a des questions. Donc, vos questions, je vous rappelle, vous pouvez les mettre dans la partie Q&R. N'hésitez pas, vous avez une spécialiste à disposition. Profitez-en.
Ou autrement, vous pouvez lever la main si vous voulez poser votre question en direct. On vous donnera la parole. Euh, alors, pour l'instant, moi, j'ai pas de questions. Moi, j'avais une éventuelle question, Gentiane. Tu parles de transmission sexuelle de cette nouvelle dermatophysie. Est-ce que on pourrait imaginer que c'est en tout cas le contact rapproché, puisque tu disais que le linge était également probablement contaminé. Est-ce qu'on peut imaginer que, par exemple, deux personnes qui dorment dans le même lit, mais n'ont pas de rapport sexuel au sens strict du terme, ou une maman et un enfant qui se font des bisous ou des câlins, vu que ça a l'air d'être quand même fort contagieux, est-ce que tu penses que ça pourrait suffire comme façon de se contaminer? Bah, c'est vrai que dans notre cluster, on a pu démontrer ça, puisqu'en fait, il y avait également, j'ai pas insisté dessus, mais le colocataire du masseur. Donc, a priori, ils n'avaient pas de rapport sexuel tous les deux, mais probablement un partage du linge de toilette. Et donc, le colocataire a bien été contaminé. Donc, c'est vrai que ça a l'air d'être une maladie quand même assez contagieuse. C'est ça. Donc, c'est Mais pour ça que, par exemple, avec les massages, on pourrait envisager que s'il n'y avait pas de changement, tu vois, du linge qui est sur le lit du massage, bah, les gens pourraient se contaminer comme ça. Bon, après, j'ose espérer que quand même c'est fait, c'est changé. Mais bon, en tout cas, des règles d'hygiène assez particulières. Après, c'est vrai que l'autre question que nous, on se pose et pour laquelle on n'a pas la réponse, c'est vrai qu'il n'y a pas de démonstration scientifique, mais au vu du fait du profil un petit peu des patients ayant déjà pas mal d'antécédents d'IST, parfois d'autres IST concomitantes, on se demandait si chez les patients qu'on identifie comme étant des patients à risque, vu que clairement là, on a l'air de voir un peu une épidémie de ces dermatophysies, est-ce que quand même le fait de préconiser une douche à l'eau et au savon après un rapport sexuel pourrait permettre d'éviter le développement de la pathologie? hmm. Voilà. Après, c'est vrai que c'est compliqué de recommander des choses qui ne sont pas formellement démontrées scientifiquement, mais en tout cas, je pense que ça pourrait peut-être être utile. Alors, j'ai une question justement dans le QR à propos du premier cas donc des EPF. Est-ce que ah voilà, est-ce que quand on prescrit de la doxycycline pour une autre infection qu'une IST, est-ce que vous pensez qu'il y a le même risque d'avoir un EPF ou alors que le contexte de prescription lors d'une IST a un rapport avec l'apparition de l'EPF? Bah, on n'a pas la réponse à cette question. C'est vrai que là, clairement, on a vu une petite épidémie d'EPF sous doxy chez des gens qui avaient une IST. Après, bon, c'est vrai qu'on ne sait pas trop. Peut-être il y a un sous-diagnostic. C'est pour ça que j'insistais sur le fait de déclarer à la pharmacovigilance. Mais voilà, c'était pas quelque chose, je vous ai dit, dans la littérature, c'est pas quelque chose qui était jusque-là classiquement décrit avec la doxycycline. On est même un petit peu étonné parce que nous, les dermatologues, vous savez, la doxycycline, on la prescrit pour certaines maladies infectieuses, mais par exemple, on la prescrit aussi beaucoup pour l'acné. Alors, c'est vrai que dans l'acné, on ne fait pas le même type de prescription on-off avec des traitements de 7 ou 14 jours. En général, quand on la prescrit pour 3 mois. Donc, et c'est pour ça que, vous voyez, les auteurs se demandaient est-ce que ces prescriptions très intermittentes pourraient être responsables de ces EPF? Mais pour l'instant, je ne vais pas pouvoir Hmm. répondre complètement à la question. On n'a pas assez d'éléments encore. J'ai une deuxième question sur plutôt donc le deuxième cas d'une collègue qui travaille en Afrique subsaharienne et qui demande si on a déjà signalé la présence de cette nouvelle dermatophysie en Afrique subsaharienne. Alors voilà, moi c'est aussi pour ça que je voulais en parler aujourd'hui parce que, à ma connaissance, pour l'instant, ça n'a pas été rapporté en Afrique subsaharienne. On en avait discuté un petit peu avec Fatimata et je lui avais envoyé les articles, les différentes publications de cas parce que j'ai l'impression qu'au fur et à mesure, plus on en parle et plus les gens voient des cas. Parce que c'est vrai que finalement, pour nous les dermatologues, les dermatophysies, c'est quand même une dermatose infectieuse assez banale, mais en fait, l'histoire du génotype 7, c'est pas fait en routine. C'est-à-dire qu'en routine, vous pouvez faire un examen direct qui vous montre des filaments, vous faites une culture qui vous dit il y a un trichophyton mentagrophytes, mais en fait, ça, si on ne va pas pousser jusqu'au séquençage de la région ITS, on ne saura pas que c'est un génotype 7. Et peut-être que certains n'évoquent pas la transmission sexuelle. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même un effet boule de neige, c'est-à-dire que plus on parle
de ces nouvelles dermatophysies sexuellement transmissibles, plus on trouve de cas. Donc, ce serait intéressant. Vous voyez, jusque-là, on pensait par exemple qu'il n'y avait pas de cas du côté de l'Angleterre, mais bon, finalement, c'est probablement que c'est sous-diagnostiqué, puisque là, il commence à y en avoir aussi de décrits. Donc voilà, bah, vous nous direz, observez un petit peu, voir si chez vos patients. Alors après, c'est vrai que c'est difficile de conclure à la transmission sexuelle, c'est quand même un petit peu sur à la fois la localisation des lésions et en même temps bah, le contexte, le terrain du patient qu'on peut conclure à une transmission sexuelle. Tout à fait. Alors, j'ai ici pour la deuxième pathologie, donc les dermatophysies, quelle est la conduite à tenir si le ou la malade a des partenaires asymptomatiques? Hmm. Alors, si les partenaires sont asymptomatiques, bah, le tout, c'est qu'ils soient prévenus qu'il y a eu une IST, qu'ils soient peut-être éventuellement examinés, mais c'est vrai que si globalement ils n'ont rien, bah, on fera rien de plus, hein. Voilà, ou leur dire de surveiller et qu'à l'apparition de la moindre lésion, qu'ils consultent un dermatologue. Donc, attitude plutôt attentiste et surveillance. Ouais. Alors là, on a une autre question. Oui, je pense que c'est simplement quelqu'un qui s'étonnait, voilà, de ne pas entendre parler de VIH. Après, en fait, on parle de patients avec le VIH pour une bonne partie des patients concernés. Oui, ouais, tout à fait, parce que en fait, je vous ai dit, hein, la plupart des patients sont soit VIH, soit sous PrEP. Donc le terrain VIH, voilà. Après, quand on a regardé un petit peu, c'est intéressant comme question, est-ce qu'il pourrait avoir un lien avec l'immunodépression? Globalement, les patients VIH qui présentaient ce type de dermatophysie n'étaient pas des malades qui étaient très immunodéprimés. Ils avaient globalement la plupart des CD4 supérieurs à 250. Voilà, mais je pense que vous qui suivez beaucoup de patients VIH, c'est vraiment une pathologie à connaître. Et en termes de résistance, alors en termes de résistance, je vous l'ai dit, pour l'instant, avec ce dermatophyte, on n'a pas décrit de résistance aux antifongiques, mais plutôt voilà, des difficultés thérapeutiques. On a l'impression que c'est un génotype particulièrement virulent. Parfait, merci beaucoup, Gentiane. Je pense qu'on va passer à la deuxième présentation. Donc, merci encore pour ces deux vignettes super intéressantes et pleines de photos qui réveillent. Bien, Euh, merci à tous pour les questions pertinentes. alors, notre deuxième orateur ce soir est le docteur Jonathan Crigier, que nous accueillons et qui d'habitude travaille à Bruxelles, mais ce soir n'est pas à Bruxelles, il est à Prague en congrès. Alors, Jonathan Crigier est dermatologue au CHU Saint-Pierre à Bruxelles. Son domaine d'expertise se partage entre les maladies inflammatoires de la peau, les pathologies des muqueuses génitales et les infections sexuellement transmissibles. Et entre autres, il travaille au centre MIA du CHU Saint-Pierre, qui est l'espace consacré aux consultations et à la prise en charge des maladies infectieuses. Jonathan va nous présenter également plusieurs vignettes cliniques d'ulcération anogénitale, mais va également élaborer un petit peu sur comment l'intelligence artificielle peut nous aider dans la prise en charge de ces pathologies. Donc, merci beaucoup, Jonathan. On t'écoute. Bonsoir à tous. Je vais peut-être partager mon écran. Voilà. Est-ce que Juste, vous voyez? Jonathan, je vais partager les quiz d'abord, hein. Ah, d'accord. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. On va commencer par les petits quiz de teaser pour cette présentation. Merci d'y répondre en direct. 2 secondes. Est-ce que je pense que là, tout le monde a accès au quiz. Donc, il y avait comme on vient de le dire, quelques questions qui précèdent ma présentation. La première question étant, lorsque vous êtes face à une ulcération anogénitale, parmi les pathogènes proposés, lequel ne fait généralement pas partie du diagnostic différentiel
que vous évoquez? Est-ce que c'est l'herpès simplex virus, le Treponema pallidum, le chlamydia trachomatis, le gonocoque ou le virus Mpox? On fait les deux questions en même temps? Oui, Euh, oui, vas-y. d'accord. Et Et donc, ensuite, par rapport spécifiquement à l'herpès simplex virus, parmi ces présentations cliniques, laquelle est selon vous la moins évocatrice d'une infection à HSV? Est-ce que c'est des ulcérations génitales douloureuses en bouquet avec des adénopathies? Est-ce que c'est des brûlures mictionnelles associées à une éruption vésiculeuse? Est-ce que c'est un ulcère génital indolore d'évolution chronique, une surinfection d'un eczéma atopique ou une surinfection d'un pemphigus vulgaire? Donc, parmi ces situations cliniques, laquelle est-ce que est pour vous, pardon, la moins évocatrice d'une infection à HSV? Je vous laisse peut-être répondre. Voilà. Là apparaissent les résultats. Alors, c'est assez contrasté finalement. Euh, donc, pour une ulcération anogénitale, quel pathogène ne fait généralement pas partie du diagnostic différentiel? En fait, c'est le gonocoque. Donc, le gonocoque, généralement, n'est pas associé à une ulcération anogénitale. L'herpès, évidemment, la syphilis, évidemment. En fait, le chlamydia, c'est parce qu'il y a une forme particulière de chlamydia qu'on a longtemps appelée la maladie de Nicolas Fabre, autrement aussi appelée le lymphogranulome vénérien, qui peut donner des ulcérations génitales associées à des adénopathies très importantes, ou parfois on peut le voir en zone tropicale comme une ulcération génitale associée à des adénopathies inguinales, mais chez nous, on voit plutôt une proctite, en fait, mais une proctite qui s'accompagne souvent de mini-ulcérations anales, en fait. Et évidemment, le Mpox peut donner des ulcérations anogénitales, mais généralement, la gonorrhée n'en fait pas partie. La gonorrhée, ça va plutôt donner une urétrite assez symptomatique. Concernant les présentations cliniques, là aussi, c'est très contrasté hein, au niveau des résultats. Laquelle n'évoque pas un HSV, en général, c'est l'ulcère génital indolore d'évolution chronique qui, lui, fait plutôt penser à un ulcère syphilitique. Les ulcérations génitales douloureuses en bouquet, c'est la présentation la plus classique de l'herpès. Alors oui, l'herpès simplex peut donner une urétrite. Moi j'ai régulièrement des patients qui en pleine crise d'herpès se plaignent de brûlures mictionnelles avec parfois des émus qui lorsqu'ils sont faits révèlent des leucocyturies et des hématuries parfois très importantes. Et lorsqu'on les examine, on voit l'éruption vésiculeuse tout à fait typique herpétique balano-prépuciale et combinée à une urétrite herpétique. Et évidemment, l'herpès est connu pour surinfecter certaines de nos dermatoses très communes, comme l'eczéma atopique, c'est ce qu'on appelle l'eczéma herpéticum, qu'on voit chez les enfants, voire chez les adultes, plus souvent chez les enfants, qui est une urgence à traiter, hein, qui peut parfois, chez des jeunes enfants, se terminer en méningite herpétique, donc c'est une urgence dermatologique. Et oui, le pemphigus vulgaire, qui est une dermatose bulleuse auto-immune assez atroce, peut se surinfecter par un herpès. On voit ça de temps en temps. Je vais donc commencer mes présentations. Est-ce que vous voyez mes slides? Je pense que oui. Non, pour l'instant, on ne les voit pas. Ah, alors il faut que je partage. C'est que je n'ai pas fait la manœuvre. Sois généreux et partage. Voilà, c'est le but. Mm. C'est mieux comme ça ou toujours pas? Non, là, on pas voit. pour Non. l'instant, on ne voit pas. Pourquoi on ne voit pas? Ah, il se passe quelque chose. Voilà. Parfait. Juste te mettre en plein Ouais, écran et ça sera parfait. comme ça. Parfait. Oui. Parfait, je commence. Donc l'idée, c'était évidemment de parler d'ulcération anogénitale, mais avec une petite touche d'intelligence artificielle. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc comme Charlotte Martin l'a dit, je travaille à Bruxelles dans un hôpital universitaire.
j'ai pas de conflit d'intérêt pour cette présentation. Alors le premier cas, c'est un patient de 43 ans, qui, nous est référé parce que depuis presque 1 an maintenant, il présente en fait, ce que le tableau clinique que vous voyez, l'image clinique que vous voyez ici sur la droite. Donc des ulcérations avec des nodules, très douloureux au niveau de surtout de la fesse gauche, mais ça s'étend même un petit peu à la fesse droite. C'est un patient qui prend pas de médicaments, qui est en situation illégale en Belgique depuis seulement quelques semaines, originaire de Guinée-Conakry. C'est un patient qui parle peu, qui a un comportement assez dépressif, qui vit accompagné de sa sœur, qui nous explique qu'une consommation alcoolique est suspectée et que le patient finalement est assez taiseux, à l'exception de sa plainte douloureuse. Alors, il est installé par une étudiante, dans un box de consultation. Donc l'étudiante l'examine et revient vers nous en disant: «Mais j'ai l'impression de reconnaître un zona». On est assez étonné parce qu'on a compris que la pathologie était assez chronique. Le zona, c'est généralement pas ça, c'est plutôt une maladie aiguë. Alors, c'est là vous savez que se développent de plus en plus des applications d'intelligence artificielle spécifiques à la dermatologie. Là, vous en avez un exemple, Belle AI, mais il y en a beaucoup, dont certaines sont gratuites, mais de moins en moins malheureusement. Et donc là, l'étudiante, avait cette application et donc elle prend une photo et elle transmet à l'application. Et donc en fait, c'est une application qui, lorsqu'on va lui fournir, une photo, va émettre des diagnostics différentiels avec un score de probabilité du diagnostic. Et donc là, il évoque un herpès chronique, mais aussi des escarres, des ulcères à CMV et il nous met en alerte sur le fait que le patient pourrait être immunocompromis. Il parle aussi d'une possible pathomimie. Ensuite, lorsqu'on on restreint un peu plus l'image sur vraiment la zone à voir. Cette fois-ci, il évoque aussi le fait que ça puisse être un carcinome spinocellulaire. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ce patient? On lui fait faire une prise de sang, on fait un frottis viral pour une culture virale et on fait aussi une biopsie des nodules. Alors, la prise de sang révèle, une infection par le VIH1 avec une charge virale assez importante, très peu de CD4. Le frottis viral est rapidement positif pour un herpès simplex. On fait une biopsie qui révèle un épithélium assez érosif avec, un tissu de granulation qui comble l'érosion, qui est composé, qui est infiltré, pardon, par de l'inflammation. On reconnaît, des lymphocytes, des histiocytes, même quelques, plasmocytes et des cellules géantes multinucléées qui font fortement penser à une infection herpétique et donc on demande un immunomarquage avec un antigène herpétique qui revient positif. Donc on a un diagnostic a priori d'herpès dans une forme clinique qui est un herpès chronique hypertrophique, ce qui est tout à fait décrit dans les formes chroniques, hein, une évolution ulcéro-végétante. Alors, le patient, il vit chez sa sœur qui sait assez bien s'en occuper. Le patient refuse absolument toute forme d'hospitalisation, sauf si c'est absolument nécessaire, ce qui est pas le cas si sa sœur, peut être, la proche aidant. On commence du Biktarvy, on commence, du Bactrim forte, en prophylaxie, au moins quelques semaines jusqu'à ce que ses CD4 remontent. Hem Et qu'il soit indétectable. On fait un mini bilan avec une radiothorax, un fond d'œil, mais il n'a pas d'autres pathologies, associées, au VIH, à l'exception de l'herpès chronique et on commence rapidement, de la cyclovir, pour au moins 10 jours. Et en fait, on le revoit assez rapidement. Après ces 10 jours-là, il y a aucune différence, la clinique est strictement similaire. Donc le fait que le patient soit immunodéprimé, ça explique un herpès chronique d'évolution, comme je vous ai dit, facilement ulcérovégétante, mais ça n'explique pas la non-réponse à la cyclovir. Et donc on demande, un test de résistance, de cet HSV, un virogramme, à la cyclovir et en fait, on a ici vous voyez le résultat qui met en évidence une résistance, à la cyclovir, au pencyclovir ou au ganciclovir, mais une sensibilité au foscavir, au cidofovir et à quelques autres, antiviraux et donc
il y a une mutation qui est mise en évidence dans l'HSV qui infecte le patient, qui est la mutation R177W. Qui est connu pour être associé à une résistance donc, aux drogues qui sont thymidine kinase dépendantes et qui vont donc diminuer la sensibilité à la cyclovir, au penciclovir et au ganciclovir, mais on ne trouve pas de mutation dans l'ADN polymérase de cet HSV, ce qui normalement laisse une sensibilité pour les autres drogues que je viens d'évoquer. Alors là, c'est le problème de la prise en charge. Comment est-ce qu'on va prendre en charge ce patient qui refuse absolument toute forme, d'hospitalisation? Donc on explique à ChatGPT qu'on utilise de temps en temps, qu'est-ce qu'on fait avec un patient de 43 ans qui vit avec le VIH, qui a des CD4 assez bas, qui remontait au fur et à mesure de la thérapie, par Biktarvy, mais qui même jusqu'à aujourd'hui reste malheureusement très bas. Hem, donc on lui explique qu'un traitement paracyclovir a échoué. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il explique qu'en cas de résistance à la cyclovir, on peut avoir du foscavir en intraveineuse ou du cidofovir aussi en intraveineuse. Mais le problème, comme on vient d'en parler, c'est que le patient refuse toute forme d'hospitalisation, même en one day. Et donc, là, il propose soit, malgré tout, d'utiliser quand même une drogue thymidine kinase dépendante, comme du valacyclovir, qui est un dérivé, hein, de la cyclovir, mais à des doses assez importantes, ou alors de switcher vers une drogue comme la brivudine, qui, pour info, n'est plus disponible en Belgique, ou alors des thérapies topiques ou intralésionnelles, comme de la trifluridine ou du cidofovir. Alors, comparons quand même les réponses de ChatGPT à UpToDate, hein, on ne fait pas que consulter ChatGPT. D'abord, qu'est-ce qu'un herpès acyclovir résistant? C'est un herpès qu'on voit finalement très peu chez les personnes immunocompétentes, qui est plutôt l'apanage de patients immunodéprimés et en particulier de patients VIH non traités. Comment on prend en charge un ulcère herpétique résistant? Soit comme en fait ChatGPT l'a dit, il ne dit pas que des bêtises, hein, avec de la cyclovir en intraveineux pour avoir une posologie assez forte qui dépasse finalement la résistance à la cyclovir, ou alors on peut changer évidemment de type de drogue et aller vers plutôt du foscavir en intraveineux. Attention à la néphrotoxicité toutefois du foscavir, ou alors au cidofovir en intraveineux, cidofovir qui est a priori pas disponible en Belgique. Et alors chez des patients qui sont intolérants au foscavir, soit on peut, comme on l'a déjà dit quelques fois, utiliser de très haute dose d'acyclovir ou rarement des thérapies topiques comme l'Aldara, donc l'imiquimod ou le cidofovir. Alors, forcément, là, on est plutôt sur la thérapie topique étant donné que le patient refuse même toute forme de traitement intraveineux. Donc, on dit à ChatGPT, ben, finalement, on va tenter une thérapie topique, l'imiquimod ou le cidofovir. Et alors, le ChatGPT nous donne son avis et clairement, il est plutôt en faveur du cidofovir puisque, comme vous le savez, l'imiquimod est parfois associé à des réactions irritatives assez importantes. C'était ce qu'on comptait faire de toute façon parce on n'a pas beaucoup d'expérience dans le service avec on a beaucoup d'expérience avec l'imiquimod, mais peu d'expérience avec l'imiquimod utilisé spécifiquement sur des ulcères herpétiques. Donc, on a plutôt choisi la préparation au cidofovir. Donc, on a fait préparer, ce qui est vraiment, vraiment pas facile, mais c'est encore possible via certains réseaux de faire préparer du cidofovir en crème qu'on a utilisé 2 fois par jour, en fait, que le patient a utilisé 2 fois par jour avec des contrôles assez réguliers. Et voilà l'évolution à 6 mois. Donc, le patient n'a plus d'ulcération sur le côté gauche de sa fesse. On ne le voit pas ici en photo, mais tout s'est résolu. Mais clairement, c'est pas encore résolu. C'est mieux. Les nodules, vous voyez, ont fondu. Alors, il faut être honnête et dire aussi que les nodules ont diminué en taille et sont devenus de plus en plus friables. Donc, régulièrement, on a un petit peu cureté tout ce qui était curetable. Et on a continué à encourager le patient et à fournir au patient la crème au cidofovir.
comme je vous ai dit, donc il y a une évolution positive, c'est pas encore résolu. Il faut savoir aussi que le patient manque un petit peu de compliance, donc le 2 fois par jour n'est pas forcément appliqué, mais on continue pour le moment la thérapie. Tant qu'on voit un effet bénéfique, on continue la thérapie. Pour rappel aussi, on envoie régulièrement tout ce qui est cureté, à l'histologie pour être certain qu'il n'y a pas de carcinome spinocellulaire associé. Pour le moment, tout revient comme du tissu de granulation. Est-ce que vous préférez qu'avant qu'on passe au deuxième cas, on fasse, une séance de questions-réponses? Qu'est-ce que tu en penses, Charlotte? Parce que je vois pas les questions comme je suis en plein écran. Oui, je ferai comme pour Gentiane, je Donc à la ferai les deux OK, sur les deux vignettes cliniques et on fait les questions après. pas de souci. On passe alors au cas numéro 2, qui est un patient de 29 ans, qui est HSH. C'est une personne vivant avec le VIH, indétectable, sous Biktarvy, avec des CD4 tout à fait corrects, qui vient parce que depuis 3 semaines, il a une ulcération génitale avec des adénopathies inguinales bilatérales, modérément douloureux, au niveau de son ressenti. Et alors, en fait, il a vu son médecin traitant assez rapidement, qui a demandé des sérologies dont la sérologie syphilitique. Il n'a pas voyagé et il arrive avec ses sérologies et les sérologies, pardon, sont négatives. Je vais me remettre à la bonne slide. Alors ça, c'est pour vous rappeler, lorsque vous êtes face à une ulcération anogénitale, finalement, à quoi il faut penser. D'abord et avant tout, interroger le patient sur, des éventuels risques pris au niveau de sa vie sexuelle. Est-ce que le patient est célibataire? Est-ce qu'il est en couple? Est-ce qu'il a plusieurs partenaires? Est-ce que les rapports sont protégés? Oui, non. Parce que d'abord et avant tout, il faut penser à l'HSV et la syphilis. C'est vraiment les 2 grands diagnostics qui reviennent. Comme je l'ai dit lors du teaser, le chlamydia peut parfois donner, des ulcérations génitales. Le VIH, lors de la séroconversion, on a déjà vu des patients arriver en séroconversion avec un rash cutané et des ulcérations génitales. Il y a 2 IST, on va dire tropicales, qui peuvent donner des ulcérations génitales, qui sont le donovanose et le chancre mou, mais qu'on voit exceptionnellement en Belgique, même quasi rarement. Attention au Mpox. Le Mpox peut parfois donner des ulcères génitaux isolés. On a vu quelques patients arriver avec ce tableau clinique. Et alors, lorsque vraiment les IST sont exclus, on peut penser à autre chose, un érythème pigmenté fixe dont on vient de parler, à des traumas, à des pyoderma gangrenosum, à des maladies de Crohn, à des carcinomes. Mais d'abord et avant tout, pensez aux IST. Et donc, en fait, ce patient arrive, d'abord en ayant vu son médecin traitant qui a fait les sérologies qui n'ont rien montré. Il a ensuite vu un dermato de ville, qui n'est pas un dermato, forcément sensibilisé aux IST, mais qui a pensé, à, la syphilis, mais qui était très étonné de voir une sérologie négative et n'étant pas un tableau clinique typique d'herpès parce que les douleurs étaient modérées et que l'ulcération était unique, le dermato a préféré faire une biopsie pour exclure formellement un carcinome, tout en faisant un frottiviral, mais en faisant aussi une PCR Mpox parce qu'on en parlait beaucoup à ce moment-là. Alors de nouveau, le patient en fait arrive avec pas encore les résultats de ce bilan. Il venait de voir ce dermato qui avait lancé un bilan, mais qui préférait que le suivi se fasse à l'hôpital. Et donc de nouveau, on fait une petite photo qu'on soumet à l'application qui, pour le coup, évoque des diagnostics comme l'herpès, la syphilis, mais aussi des diagnostics qu'on n'aurait clairement pas évoqués, comme un lichen scléroatrophique ou un lichen simplex chronicus, qui sont plutôt des maladies inflammatoires, mais qui donnent pas vraiment d'ulcération génitale, ou en tout cas pas des ulcères isolés comme ça. Euh, il évoque aussi un carcinome, le Bowen, c'est un carcinome spinocellulaire in situ, auquel on ne pense pas non plus face à cette clinique-là. Alors, la biopsie est en attente au moment où on le voit. Donc, quand on le voit, on a déjà la réponse du frottiviral après quelques jours
qui est négative, le frottis Mpox est négatif, le frottis chlamydia qu'on avait rajouté est rapidement négatif. Maintenant, heureusement, on a les PCR très, très rapides. Donc après quelques heures, on a cette réponse nous disant qu'en tout cas, il n'y a pas de chlamydia. Si les chlamydia avaient été positifs, ça prend beaucoup plus longtemps pour avoir le sérotype et être sûr que c'est un type de chlamydia qui peut causer un LGV. Finalement, la biopsie, la voici. Donc, on voit aussi un épiderme assez érosif, mais on est frappé par le fait que, au niveau du derme lui-même, on a un infiltrat inflammatoire très abondant. Et à plus fort grossissement, on voit par endroits des plasmocytes. Donc, tout de suite, dès qu'on voit, vous voyez ici pas mal de plasmos, on se dit attention, attention, faisons un immunomarquage anti-tréponème qui revient positif, avec pas mal de petits bâtonnets qui sont mis en évidence. Et donc, on voit les tréponèmes syphilitiques. Donc, finalement, c'est une syphilis tout à fait banale. Tout à fait banale, mais qui a fait l'objet d'un bilan très extensif parce que une chose a été oubliée dans ce cas clinique, c'est qu'un argument négatif n'exclut pas un diagnostic. Et comme je suis sûr, vous le savez, la sérologie syphilitique peut être négative dans les 8, 10, voire même 15 premiers jours du chancre. Et donc, face à une clinique typique de syphilis, une simple sérologie à la phase primaire qui reviendrait négative dans les premiers jours du chancre n'exclut pas le diagnostic. Ça l'exclut pour une syphilis secondaire, mais pas pour une syphilis primaire dans les quelques jours qui suivent l'apparition du chancre. Mais finalement, face à ça, on se dit, bah voilà, on a le diagnostic, c'était une syphilis tout simplement. On oublie même finalement ce cas. Mais le frottis PCR, pardon, je vous avais dit revenait négatif. Non, non, il revenait positif. Et ce qu'on n'avait pas encore, c'était le sérotypage. Et donc, le sérotype, pardon, est bien revenu positif. Donc, on avait les deux qui étaient positifs. Et là, vous voyez, même moi, je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Je n'y comprends rien parce que finalement, on se dit, mais c'est une syphilis ou c'est un lymphogranulome vénérien? On est très étonné d'avoir au sein du même ulcère les deux agents pathogènes qui reviennent positifs. Et finalement, on traite ce patient avec de la benzethylpénicilline G, donc du Pénadur chez nous, en une seule double injection. Et on choisit de lui donner quand même aussi 3 semaines de doxycycline à 100 mg 2 fois par jour, avec une résolution assez rapide de l'ulcère. Et finalement, on se dit, ben, moi, je ne comprends pas ce qui se passe parce que ce patient-là avait bien une syphilis, mais au sein du même ulcère, on a une PCR qui revient positive aussi pour un chlamydia de sérovar causant le LGV. Euh, Est-ce que tu en as déjà entendu parler? Et finalement, ChatGPT nous fait une réponse de politicien où il répond sans répondre, où il dit bah, je ne suis pas tellement étonné puisque finalement les facteurs de risque de la syphilis sont les mêmes que les facteurs de risque du LGV, donc pourquoi pas avoir les deux? Et donc quand on assiste en disant mais est-ce que tu sais nous donner spécifiquement un cas similaire? Il nous dit non, en fait, je ne sais pas. Et même en faisant la littérature, on a retrouvé quelques case reports de patients avec des sérologies syphilitiques qui avaient un LGV, mais sans qu'on confirme qu'au sein du même ulcère, on retrouvait à la fois et du tréponème et du chlamydia trachomatis. Et donc finalement, à ce jour, on n'a pas non plus retrouvé d'autres cas similaires. J'ai souvent la question de se dire, mais finalement, pourquoi est-ce que vous n'avez pas juste donné de la doxy? Les 3 semaines de doxy auraient couvert à la fois la syphilis et le chlamydia, c'est vrai, mais comme c'était une personne vivant avec le VIH et que la doxy est moins documentée chez des patients vivant avec le VIH en traitement de la syphilis, on a choisi finalement la prudence. C'était un patient qui n'était pas allergique à la pénicilline, qui ne prenait pas d'anticoagulants, et donc on a choisi la prudence et de faire quand même une bithérapie chez ce patient. Voilà, j'arrive au bout de mes présentations. Je vous écoute si vous avez des questions ou des remarques. Merci Jonathan pour ces cas et la présence de l'intelligence artificielle dans dans votre pratique quotidienne. Est-ce que c'était juste pour la présentation ou est-ce que vous l'utilisez vraiment au quotidien dans dans vos consultations? Alors, pour ces cas-là, en fait, on les a utilisés a posteriori, comme je Ah vous ai oui, montré.
Pas pour le premier cas, hein. Pour le premier Hmm. cas, en fait, c'est l'étudiante qui savait pas trop et donc qui avait pris quand même une photo avec mon téléphone pour avoir une idée de ce qui se passait. Euh, mais alors oui, on l'utilise au quotidien, oui, face à des cas mystères. Euh, on l'utilise pour avoir plus des idées diagnostiques, pour être sûr qu'il n'y a pas quelque chose qu'on oublie dans notre diagnostic différentiel. Oui, On ne c'est ça. l'utilise pas face à un ulcère génital et voilà, ça on l'utilise pas. Parce qu'un ulcère génital, a priori, c'est pas une situation clinique exceptionnelle, c'est quelque chose Hmm. qu'on voit très régulièrement. Et est-ce que tu peux nous citer deux ou trois IA qui sont pas trop mal en dermato, mais qui sont gratuites Alors, éventuellement? Tu disais que c'était de plus en plus rare, ouais, il y malheureusement. en a plus. Il y en a Il y plus en des a gratuits. plus. Il y avait que C'est Belle. déjà fini. Ouais, ouais, ouais. En fait, comme ça a explosé au niveau de l'utilisation, de la demande, etc., c'était, bon, c'est de bonne guerre, hein, mais beaucoup de marques qui commercialisent finalement ces applications ont eu une fenêtre de gratuité pour démarrer, mais maintenant que ça a explosé, ça n'est plus gratuit pour les nouveaux utilisateurs. Donc Belle Pro est encore gratuite pour ceux qui l'ont utilisé dès leur début. Je pense que c'était clairement pour une phase test, mais ça l'est plus maintenant. Euh, Si une nouvelle appli se développe, souvent les premiers mois pour les premiers utilisateurs, il y a encore une gratuité. Mais celle-ci, pour le moment, il n'y en a pas à ma connaissance. Alors, au niveau des questions dans le QR, j'ai une question ici qui demande quid de l'association de cidofovir intraveineux et de l'imikimod topique. Donc, Pourquoi pas? j'imagine pour le premier cas, hein. Oui, oui, donc pourquoi pas? Le seul problème, c'est qu'en Belgique, le cidofovir n'est pas commercialisé, donc on ne sait pas l'utiliser, mais faire une bithérapie, pourquoi pas? Alors, si c'était à faire, je commencerais par le cidofovir en intraveineux, qui souvent a une bonne action, ce qui est décrit dans la littérature, et si l'action n'est pas suffisante, on peut ajouter de l'imikimod, pourquoi pas? Mais la bithérapie est tout à fait justifiable selon l'évolution clinique. Après, le cidofovir intraveineux, je pense que c'est assez toxique. Enfin, il y a pas mal d'effets secondaires quand même, hein. Ah, C'est pas. tout à fait. Ouais. Maintenant, voilà, c'est selon la situation. Évidemment, on préfère utiliser, si c'est possible, de l'aciclovir, du valacyclovir, voire du foscavir. Mais c'est selon la disponibilité, là où on se trouve. Et en Belgique, on ne l'utiliserait pas, tout simplement parce que c'est pas commercialisé. Ouais, tout à fait. Alors, il y a quelqu'un qui te remercie pour la présentation. J'ai une autre question ici qui demande pourquoi dans le premier cas, tu as donné l'origine de la patiente ou du patient et dans le deuxième cas, non. Donc, est-ce que ça avait une importance dans ton diagnostic différentiel? Et bah, un petit peu comme moi, il te demandait si tu utilisais beaucoup l'intelligence artificielle. Euh, donc, l'intelligence artificielle, j'ai déjà répondu oui. Pourquoi j'ai donné l'origine? Parce que en fait, le premier patient, c'était un patient qu'on n'avait encore jamais vu, qui était un patient, un nouveau patient du CHU. Donc, c'était pour un peu présenter le patient, avoir son background, alors que le deuxième patient, c'est un patient suivi, connu, etc. Mais c'était l'idée que je m'en étais faite au niveau de la présentation. Mais c'est tout. Et alors, j'ai une dernière question, non pas une dernière, une avant-dernière question. Euh, donc ici, j'ai une question qui est quel traitement utiliser en cas de syphilis pour un patient vivant avec le VIH sous traitement avec dolutegravir? Donc ça, je suis pas sûre qu'on utilise des choses différentes Non. quand le Non. patient est sous dolutegravir et s'il ne l'est Si t'es pas. pas allergique à la pénicilline, ce sera toujours du Pénadur. Toujours, toujours, toujours du Pénadur. Une question qui demande pour le premier cas clinique. Ah, il va falloir que je lise, que j'articule parce que c'est des mots que je ne connais pas. Donc, avec les nodules ulcéronécrotiques, pourquoi ne pas évoquer un ulcère phagédénique cancérisé? Euh, c'est pour ça qu'on a fait des biopsies, hein. On avait très peur de ces nodules, hein. Donc, c'est pour ça qu'on a fait aussi une biopsie pour formellement exclure
un phénomène carcinomateux. Et c'est pour ça aussi que très régulièrement, on curte en fait les nodules, mais qui sont pas des nodules indurés, hein, chez le patient. C'est assez friable, donc c'est pas un curetage agressif, hein, c'est un curetage assez doux, mais on envoie tout à l'anapathe très régulièrement et tout ne revient à chaque fois que tissu de granulation. Oui, donc vous l'aviez évoqué, en tout cas, vous Ah, aviez peur de un ce genre de phénomène choses. carcinomateux, oui, tout à Oui, fait. tout à fait. Alors, j'ai passé une question, mais parce que ça me semblait pas très dermato, qui était de demander est-ce que le premier patient, étant donné qu'il était extrêmement immunodéprimé, avait bénéficié d'un dépistage de tuberculose avant de commencer son traitement antirétroviral par antirétroviraux. Mais ça, donc, c'est plutôt une question infectio. Mais oui, oui, il y avait Voilà. eu une radiothorax, un quantiféron, c'était négatif. Et alors, le premier cas à nouveau, j'aimerais savoir si le patient avait d'autres infections opportunistes avec les CD4 très bas Non, et quelle est non. l'évolution de l'infection VIH. Ça, je pense que tu as. Oui, donc il avait rien d'autre. C'est pour ça que je vous ai dit, on a quand même fait un fond d'œil, on a fait un antigène cryptococcique. Heureusement, il avait rien d'autre. On l'avait quand même mis sous Bactrim en prophylaxie. Et le patient va mieux. Maintenant, même après des mois et des mois et des mois de trithérapie, comme on voit chez quelques patients VIH qui ont été, entre guillemets, pris en charge un peu loin de leur pathologie, il est devenu assez rapidement indétectable. C'est pas le problème, mais ces CD4 peinent à se lever. Donc après, je crois, plusieurs mois, il était à 8, puis il était à 40, puis il était à 100, et je crois qu'il est toujours qu'à 100, 120, 130. Euh, il garde des CD4 qui, je crois si mes souvenirs sont bons, à la dernière biole, il dépassait à peine les 200. Oui, on peut avoir des immunorestaurations incomplètes quand Ouais, l'immunodépression a été longue. voilà. C'est ce qui est malheureusement le cas chez ce patient. Mais par ailleurs, tu disais aussi que c'était un patient éthylique, c'est juste? Oui, oui, mais ça a été, sa sœur, Ça va mieux. sa sœur veille au grain. D'accord, Et donc, il a fortement réduit et il a pas il n'est pas en stade pré-cirrhotique ou c'est quoi. ça. Et alors, j'ai un commentaire intéressant de Fatimata, qui est notre oratrice suivante, qui soulignait simplement que l'origine géographique pour le premier patient était tout à fait pertinente, étant donné qu'on aurait pu éventuellement aussi évoquer des mycoses profondes Oui, de type chromomycose, mycétome, oui, actinomycose, etc. oui, 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 tout à fait. Voilà. Eh bien, on est parfaitement à l'heure pour la suite. Merci beaucoup, Jonathan, pour ces Avec très plaisir. beaux cas et pour Voilà, t'être connecté de ton congrès. pas de souci. Avec Ça, plaisir. c'était super. Et on accueille notre troisième oratrice, qui est le professeur Fatima Tali. Alors, le professeur Fatima Tali est sénégalaise. Elle est chef de service de dermatologie à l'Institut d'hygiène sociale de Dakar. Elle est professeure de classe exceptionnelle de dermatologie et IST à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Elle participe aux réunions d'experts à l'OMS sur toute une série de pathologies, en tout cas par rapport à la région subsaharienne, la gale, la dermatite atopique, à plusieurs réseaux internationaux. Professeur Lee est auteur et co-auteur de plus de 150 articles publiés dans des revues scientifiques nationales et internationales sur les affections dermatologiques et également à son actif plus de 200 communications scientifiques. Donc on a beaucoup de chance de pouvoir l'accueillir ce soir comme oratrice dans cet Afranum. Euh, les, l'intitulé de ces deux vignettes cliniques, le premier intitulé, c'est Attention, elle est toujours là. Donc, on ne sait pas de quoi on va parler, mais manifestement, quelque chose qui n'a pas disparu. Et deuxième intitulé, Des nodules et une hyperkératose. Bienvenue et on vous laisse la parole, professeur Lee. Ben, merci beaucoup Charlotte pour cette introduction. Je remercie mes prédécesseurs pour la qualité des vignettes cliniques et pour tous ces enseignements.
Alors, sans plus tarder, je ne sais pas si c'est Fiona qui partage l'écran ou si c'est moi. Bonjour Fatimata, c'est plutôt vous si vous voulez bien. Moi je les ai, je peux le faire si vous préférez. Oui, attendez, je vais voir. Ça peut être plus simple. Alors, et oups. Donc, il ne vient pas. Si, Fiona, si ça ne te dérange pas de partager, s'il te plaît, la première, Pas elle de est toujours là. souci. Ouais. On commence Merci par, beaucoup. on commence Attention, par elle est toujours tac tac tac, je regarde. Euh, on commence par des nodules et une Non, non, hyperkératose. la deuxième. Oh, Elle est toujours là. Attention, elle est toujours là. attention, elle est toujours là. Très bien, on y va. Merci, merci infiniment, Fiona. Alors, donc, elle est toujours là, elle est toujours là. Je pense que c'est en transition, en droite ligne avec ce que Jonathan vient de faire tout à l'heure. Je vais commencer par vous présenter trois messages que j'ai reçus de collègues. Le premier, il s'agit d'un patient VIH âgé de 33 ans, sous traitement antirétroviral depuis 2015, bien contrôlé et qui était perdu de vue depuis 2019 pour déni. C'est un patient qui revient avec les lésions que je vais vous montrer tout à l'heure, associé à un syndrome de condensation pulmonaire et les examens complémentaires étaient en route et ma collègue m'a demandé un avis pour les diapos, s'il vous plaît, pour ces lésions. Donc, ce patient a ces lésions, comme vous le voyez, au niveau génitale et également au niveau palmaire. Et on verra qu'il y a des lésions beaucoup plus diffuses. Ici, on reconnaît une ulcération au niveau des bourses et une desquamation palmaire avec une atteinte du dos des mains. Diapo, s'il vous plaît. Le même patient avait des lésions qui commençaient à cicatriser au niveau du pli interfessier. Diapo. Et les lésions étaient plus diffuses avec une atteinte plantaire, une atteinte des membres inférieurs, diapo, et une atteinte également du tronc. Ces lésions sont diffuses. Et donc, elle voulait un avis. S'il vous plaît, diapo suivant. Elle voulait un avis. Le deuxième cas, c'est celui d'un autre patient également adressé par un autre collègue. Il s'agissait d'un étudiant de 27 ans, VIH, HBV, qui a présenté un tableau avec une candidose bucco-œsophagienne et des lésions étendues sur tout le corps. Elle pensait à une syphilis secondaire. Diapo, s'il vous plaît. Voici ces lésions. Comme on a l'habitude de le dire, hein, le patient tend son diagnostic. Quand on regarde la paume des mains, on voit ces lésions bien arrondies à cheval sur les plis palmaires, bilatérales et grossièrement symétriques, une atteinte au niveau plantaire et également une atteinte au niveau du pli du coude ici, avec des lésions hyperpigmentées à bordure légèrement surélevée. Diapo, s'il vous plaît. Et donc, c'était un autre dernier cas d'un jeune assistant du service à qui on a demandé un avis pour ces lésions suivantes, s'il vous plaît. Et il n'a pas pensé à la syphilis devant ces lésions. Il a plutôt évoqué un psoriasis palmoplantaire. Et c'est la biopsie, justement, qui a révélé, diapo, s'il vous plaît, qui a orienté, diapo, s'il vous plaît, vers la syphilis et c'est quand la sérologie syphilitique a été faite qu'elle est revenue positive. Donc, ces trois tableaux illustrent un peu la problématique de la syphilis secondaire qui a été longtemps méconnue des jeunes, en tout cas, des plus jeunes, parce qu'ils pouvaient rester une année sans voir un seul cas de syphilis secondaire. C'était vraiment quand on était en pleine pandémie, mais également quand il y avait des infections à VIH, il y avait une protection par le préservatif, donc bien sûr moins d'IST. Et maintenant, avec le relâchement
des moyens de protection, on voit une flambée de syphilis. Diapo, s'il vous plaît. Qu'en est-il? La grande simulatrice, on l'a vu, le polymorphisme lésionnel. Sur certaines lésions, vous pouvez évoquer l'acné, sur d'autres, un psoriasis, sur d'autres, un lichen plantar. C'est pour dire que sur peau pigmentée, même sur peau claire, la syphilis peut emprunter plusieurs visages. Diapo, s'il vous plaît. Et nous nous sommes posé la question, dès lors, à partir d'une étude rétrospective qui se poursuit encore, multicentrique, menée dans différents services d'IST, mais également de maladies infectieuses et à l'hôpital d'enfants Albert Royer, nous avons diagnostiqué 176 cas de syphilis à partir de 1942 patients, ce qui en faisait une prévalence hospitalière de 9%. Diapo, s'il vous plaît. Et c'était une prédominance masculine, puisque 89,2% des patients étaient des hommes, âgés en moyenne de 28 ans. On voit quand même qu'il y a des extrêmes de 17 à 88 ans, avec la tranche d'âge la plus représentée était la classe d'âge de 16-30 ans. Une prédominance chez les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, et les autres, les professions retrouvées étaient essentiellement le secteur informel, les tailleurs, les coiffeurs, et suivi des étudiants. Et une co-infection avec le VIH, avec l'hépatite virale, et dans un seul cas, le chlamydia trachomatis. C'est ce que je disais, ça me rappelle un peu la présentation de Jonathan tout à l'heure. Diapo, s'il vous plaît. Et rappelez quand même qu'on disait que la syphilis pouvait simuler toute autre maladie. Et c'est la seule maladie qui mérite d'être connue, puisque connaissant la syphilis, on devient un expert en dermatologie et on devient un expert du diagnostic. Diapo, s'il vous plaît. Le polymorphisme lésionnel, diapo. Et rappelez un peu l'épidémiologie, on estime, d'après l'OMS, à 8 millions d'adultes âgés entre 15 et 49 ans qui ont contracté une syphilis au cours de l'année 2022. Diapo, s'il vous plaît. Et la syphilis est, comme nous l'avons vu tout à l'heure, est l'apanage surtout des hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, avec ici cet article qui s'est intéressé à une revue systématique, une méta-analyse de la prévalence, mais également de l'incidence et des facteurs associés. Diapo, s'il vous plaît. Qui montre à partir de 376 articles scientifiques dans 62 pays la prévalence globale de la syphilis chez les homosexuels de 10,4% des cas, ce qui n'est pas loin de notre cohorte de patients homosexuels, avec des différences bien sûr substantielles entre les différents patients et une prévalence, une incidence globale de 76,4 pour 1000 années personnes. Ce qui montre quand même que la syphilis revient au devant de la scène après une longue période où elle était pratiquement méconnue aussi bien des jeunes dermatologues que des non-dermatologues. Diapo, s'il vous plaît. Et parmi les facteurs de risque, l'âge avancé, le faible niveau d'éducation, la consommation de drogues récréatives et des relations sexuelles en groupe, mais également le multipartenariat sexuel constituent les principaux facteurs de risque de la syphilis. Diapo, s'il vous plaît. Les autres signes de la syphilis secondaire, j'entends les signes dermatologiques. Diapo, s'il vous plaît. Avec la grande simulatrice, ici, des lésions pigmentées du visage sur la première photo, des lésions arrondies circinées constant infiltrées chez la deuxième, et des lésions du visage qu'on appelle les élégantes. Et en bas, on a un cas de syphilis primo-secondaire, puisque le patient présente en même temps des lésions à type d'ulcération génitale, mais également une atteinte palmaire qu'on retrouve souvent chez les patients infectés par le VIH. Et enfin, la dernière photo, ce sont les condylomas lata, à ne pas confondre avec les condylomes acuminés qui sont dus au HPV. Diapo, s'il vous plaît. Nous voyons également d'autres formes. Ici, ça ressemble à un ectyma. Vraiment, le message que je voudrais donner ici, devant toute lésion, on peut, jusqu'à preuve du contraire, évoquer la syphilis et surtout dans des groupes à risque, ne pas hésiter à demander la sérologie syphilitique. Diapo, s'il vous plaît. Ici, un autre cas de syphilis, la syphilis maligne, qu'on voit avec des lésions nécrotiques qui ressemblent à du charbon. Diapo, s'il vous plaît.
Voici la confirmation à l'examen anatomopathologique, mais également à l'immunohistochimie qui met en évidence les bâtonnets de tréponème. Donc, ces lésions ulcérées, croûteuses, ecthyma-like sont des lésions sur lesquelles il faut avoir la biopsie facile diagnostic, pour le diagnostic. Diapo, s'il vous plaît. Et ici, une atteinte gastrique pour dire que la syphilis n'est pas seulement localisée au niveau de la peau, les manifestations extradermatologiques, comme ici, le cas d'un jeune homme de 32 ans qui présentait des lésions à type de douleur d'allure ulcéreuse, des épigastralgies, et c'est la fibroscopie qui a permis, avec la biopsie bien entendu, de confirmer le diagnostic de gastrite syphilitique. Diapo, s'il vous plaît. Quelle est la stratégie qui est préconisée actuellement? La stratégie, c'est de faire les tests syphilis, mais également les tests combinés avec le VIH. Et en cas de positivité, il faut traiter si le patient n'a jamais eu de traitement, mais également vérifier si, avec des tests non tréponémiques, puisque la première stratégie, c'est avec les tests tréponémiques. Je rappelle qu'idéalement, il faut un test tréponémique et un test non tréponémique pour confirmer à la sérologie le diagnostic de syphilis. Diapo, s'il vous plaît. Je rappelle sur le plan thérapeutique que c'est en 1943 que pour la première fois, on a présenté la réponse favorable après un traitement par pénicilline, après que la syphilis ait décimé l'Europe et beaucoup de patients également qui étaient atteints outre-Atlantique. Et c'était en 1943. Et depuis lors, on n'a pas signalé de résistance à la pénicilline. Ça fait quand même des décennies que la pénicilline a été découverte comme étant actif sur la syphilis. Diapo, s'il vous plaît. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on préconise, Diapo? Dans cette revue du Lancet, voici les recommandations. Les recommandations sont les suivantes. Il y a des options thérapeutiques initiales et de seconde intention et même de troisième intention. En cas de syphilis secondaire, je pense que le traitement avec la pénicilline G, c'est le traitement qui est vraiment recommandé, surtout si le patient est infecté par le VIH. On a vraiment dans cette revue les stratégies qui sont préconisées en première intention. Malheureusement, quand il y a une allergie qui est avérée, qui a été confirmée par des tests allergologiques, le relais doit être pris par la doxycycline à raison de 100 mg 2 fois par jour pendant 14 jours et seulement en troisième intention, la ceftriaxone 1 g par jour par voie intraveineuse pendant une dizaine de jours. Diapo. Mais on a montré récemment qu'il y avait des stratégies qui combinaient dans la syphilis précoce, c'est-à-dire la primaire, la secondaire et la latente précoce, la doxycycline et la benzatine, benzylpénicilline, qui étaient beaucoup plus efficaces que la benzatine, benzylpénicilline utilisée seule. Donc, vraiment, chez les patients infectés par le VIH, peut-être que le message, c'est de combiner la doxycycline et la benzatine, benzylpénicilline. Ce qui est, parmi l'explication plausible serait que, bien sûr, il y a une meilleure pénétration de la doxy par rapport à la benzatine, pénicilline, et l'idéal étant d'obtenir un effet synergique de ces deux drogues qui permettrait, surtout chez des patients infectés par le VIH, qui ont un risque de faire une neurosyphilis précoce. Diapo. Diapo. Et on a également d'autres stratégies qui ont été publiées. Bon, après, il faut voir un peu quelle est la validité de tous ces traitements, notamment l'association amoxicilline et probénicide versus amoxicilline en monothérapie chez des patients infectés par le VIH également. Donc, cette amoxicilline pourrait constituer une bonne alternative chez des patients qui ne peuvent pas recevoir de la benzatine, benzylpénicilline par voie intramusculaire. Diapo. C'est quelques essais thérapeutiques également qui ont montré cette efficacité. Et il faut voir quand même que parmi les critères de jugement, la guérison sérologique à 12 mois post-traitement était
un bon challenge hein, chez ces patients qui recevaient de l'amoxicilline. Mais la tolérance également n'était pas des meilleures avec l'amox en monothérapie. 3 grammes d'amoxicilline associé à la probénicide. Diapo. Vous voyez ici qu'on a chez les patients chez qui on a utilisé l'amoxicilline, on a 90% de taux de guérison, tandis que chez les patients chez qui il y avait l'association amox et probénicide, on avait 94,4% des cas avec des différences quand même qui n'étaient pas très, très statistiquement significatives. Diapo. Et une note d'espoir avec la possibilité peut-être d'un vaccin pour la syphilis, ce qui n'est peut-être pas encore à l'ordre du jour, mais en tout cas, il faut y penser avec cet article. La suite dans quelques années, certainement. Diapo, s'il vous plaît. Quelques leçons apprises, la syphilis a été oubliée un temps lié à la méconnaissance puisque on avait très peu de cas, mais maintenant on observe une recrudescence et cette recrudescence, comme ce qui est décrit ailleurs dans le monde, est plutôt l'apanage des patients ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes. Le polymorphisme lésionnel sur le plan dermatologique peut conduire à une errance diagnostique. On a vu que plusieurs pathologies pouvaient être évoquées. Et le diagnostic biologique au stade secondaire, puisqu'on rappelle qu'au stade secondaire, toutes les sérologies syphilitiques sont positives. Et cette recrudescence est liée certainement à un relâchement de la surveillance. Il faut y penser, surtout si les facteurs de risque sont retrouvés, mais il faut toujours faire un dépistage précoce chez des patients vivant avec le VIH. Demander systématiquement en cas de sérologie VIH positive et l'hépatite virale B, mais bien sûr la sérologie syphilitique. C'est ce que je voulais échanger avec vous concernant cette syphilis qu'on avait tendance à oublier et qui revient au devant de la scène. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Fatimata. Pour les autres orateurs, on a fait les 2 vignettes et on a pris les questions à la fin. Est-ce que vous voulez faire la même chose? Mon micro était formé. Et absolument, on peut continuer avec la deuxième vignette. Ok, ça va, faisons ça alors. Et on prendra les questions à la fin. Merci. Juste trouver le document, excusez-moi. On fait comme tout à l'heure. Fiona, s'il te plaît, pour partager la deuxième vignette. Oui, excuse-moi, Fatimata, elle a disparu. Je la retrouve. Ok. On va partager. Hop. Tac, et tac, et voilà. Parfait, merci. Donc, la deuxième vignette concerne une patiente, Diapo, s'il vous plaît, qui a consulté en dermatologie pour ses lésions nodulaires et associées à cette hyperkératose et quelques lésions nécrotiques qu'on reconnaît sur cette slide. Diapo, s'il vous plaît. Et cette patiente était âgée de 31 ans, elle était étudiante originaire de la Guinée-Conakry. Dans les antécédents médicaux, en dehors de cette pathologie qu'elle avait depuis plus de 5 ans, il n'y avait pas d'autres antécédents particuliers. Sur le plan chirurgical, elle avait eu une appendicectomie en 2007. Concernant l'habitude et le mode de vie, on retrouve un comportement sexuel à risque. Diapo, s'il vous plaît. L'examen général retrouvait un assez bon état général avec un stade 2 de l'OMS, pardon, une altération de l'état général avec un stade 2 de l'OMS, une pâleur des muqueuses et un œdème dur bilatéral ne prenant pas le godet avec des constantes qui mettaient en évidence une tachycardie à 107 battements par minute. Le reste était tout à fait sans anomalie. Diapo, s'il vous plaît.
Et voici l'atteinte avec cet œdème dur, ces nodules et cette hyperkératose au niveau des membres inférieurs. Diapo. Une atteinte muqueuse était également retrouvée, toujours sur ce fond de lymphœdème. Diapo. Et à la dermoscopie en lumière polarisée, on mettait en évidence cette coloration bleu rougeâtre qu'on décrit en arc-en-ciel pour la dermoscopie. Diapo, s'il vous plaît. Et avec des lésions beaucoup plus kératosiques, des lésions nodulaires qu'on voit toujours à la dermoscopie. Diapo. Diapo, cette kératose est bien mise en évidence ici. Diapo, et ces nodules enjeumateux qu'on retrouve très bien. Alors, parmi les hypothèses diagnostiques, bien sûr, la maladie de Kaposi, des lymphomes cutanés ou le pseudo-Kaposi de Mali. Diapo. Avec à la biopsie une prolifération faite de cellules fusiformes avec des néoformations de fentes vasculaires ainsi qu'une extravasation de dépôts rouges et sur les lésions plus anciennes des dépôts d'hémosidérine. Diapo. On met en évidence à l'immunohistochimie un marquage par les anticorps anti-HHV8 qui confirme la maladie de Kaposi. Diapo, s'il vous plaît. Sur les arguments épidémiologiques, sur les arguments cliniques et les arguments histopathologiques, le diagnostic retenu était celui de maladie de Kaposi. Diapo, s'il vous plaît. La sérologie rétrovirale était positive, ce qui en faisait une maladie de Kaposi épidémique. L'antigène HBS, la sérologie syphilitique, était négative et en dehors d'une anémie normochrome normocytaire à 10 grammes d'hémoglobine, il n'y avait pas d'anomalie ni à la biochimie, ni à l'imagerie avec l'échographie abdominale normale. La charge virale était indétectable chez cette patiente. Diapo. Elle était déjà traitée par une trithérapie, le TLD, dolutegravir, lamivudine et tenofovir, un comprimé par jour, associé à du Bactrim, et la chimiothérapie bléomycine liposomale, 100 mg toutes les 3 semaines avec 10 séances. Diapo, s'il vous plaît. En remontant dans les antécédents, on s'est rendu compte que cette patiente, en réalité, était suivie depuis 2017 à Conakry pour une maladie de Kaposi et qu'elle avait bénéficié de la doxorubicine liposomale pégylée, 100 mg toutes les 3 semaines, 10 séances avec une réponse complète en 2018. Diapo. Puis, cette patiente a récidivé une deuxième chimiothérapie, la vincristine, avec bléomycine. Réponse partielle, elle est perdue de vue pendant 1 an. Elle revient encore en 2023 avec des lésions très profuses, une forme agressive qui a nécessité la reprise de la chimiothérapie avec du paclitaxel et toutes les 2 semaines à raison de 11 séances et elle est à nouveau perdue de vue. C'est en ce moment-là qu'elle vient consulter à Dakar. Diapo, s'il vous plaît. Ceci pour montrer qu'elle avait une forme très, très agressive de maladie de Kaposi, puisque malgré la polychimiothérapie, même s'il y a eu quelques interruptions, la patiente a présenté des lésions de plus en plus profuses et très diffuses. Et je vous présente ces cas de maladie de Kaposi dans la forme anaplastique, diapo s'il vous plaît, qui est particulièrement agressive, avec à la limite parfois des lésions ulcérées tumorales qui font évoquer des carcinomes épidermoïdes ou bien des rhabdomyosarcomes ou encore des lymphomes CD30. Et diapo s'il vous plaît, d'autres lésions bourgeonnantes associées à des nodules de Kaposi. Donc ces formes anaplastiques peuvent survenir chez des patients qui ont un Kaposi classique et c'est au cours de l'évolution qu'ils développent cette forme particulièrement agressive qui fait partie des formes graves de maladie de Kaposi. Diapo, s'il vous plaît. Voici un tableau qui récapitule un peu les différents cas qui ont été rapportés. Il faut noter quand même que c'est une forme assez rare, la maladie de Kaposi anaplastique, avec des patients dont l'âge se situe autour de la cinquantaine,
avec un maximum de 77 ans, et le début qui survient à un âge beaucoup plus précoce, ce qui montre la durée d'évolution de ces maladies. Concernant la topographie, on peut la voir aux membres inférieurs, mais parfois également aux membres supérieurs, notamment au niveau du coude, ou une atteinte au niveau de la cavité buccale. Plusieurs traitements sont préconisés et dans les 5 cas rapportés, il y avait un seul patient qui présentait une forme épidémique. Diapo, s'il vous plaît. Et notez bien que la charge virale était indétectable et un bon taux de CD4. Sur le plan anatomo-pathologique, il existe une différence avec le Kaposi classique. On n'a pas tellement cette prolifération vasculaire avec une néoformation de fente, mais toujours l'immunohistochimie va mettre en évidence la positivité des anticorps anti-HV8. Diapo, s'il vous plaît. Quelques leçons apprises ici, c'est normalement avec la trithérapie antirétrovirale hautement active, nous avons assisté à une diminution de l'incidence de la maladie de Kaposi épidémique. Il est vrai qu'à Dakar, nous diagnostiquons très rarement maintenant les formes profuses qu'on avait l'habitude de voir au tout début de la pandémie. Tout au plus, on a des patients qui sont post-symptomatiques avec quelques lésions nodulaires. Mais les auteurs ont rapporté que malgré qu'on ait une charge virale indétectable, certains patients présentent une maladie de Kaposi très profuse. Et c'est là qu'on envisage la chimiothérapie systémique. Concernant la physiopathologie, on pense que cette forme profuse ou cette forme agressive pourrait être liée à l'absence d'une persistance d'immunité cellulaire spécifique de HHV8, puisqu'on sait qu'on peut avoir des taux de CD4 très élevés. Sur le plan quantitatif, par contre, il existe des anomalies qualitatives de ces CD4. Et sur le plan thérapeutique, ces formes constituent un véritable défi thérapeutique puisque la toxicité cumulée des chimiothérapies peut constituer une autre source de comorbidité. Et malgré le traitement par les inhibiteurs des protéases, on n'a pas de réponse favorable. C'était le cas chez cette patiente qui a reçu plusieurs lignes de chimiothérapie systémique et malgré tout qui était un échec thérapeutique. Diapo, s'il vous plaît. Un article publié dans la revue Cancer, justement, fait le point sur cette maladie de Kaposi agressive qui est retrouvée chez des patients qui ont une charge virale indétectable. Diapo, s'il vous plaît. Et les leçons apprises toujours dans ce cas clinique, c'est d'avoir un traitement adapté pour chaque stade, c'est-à-dire que dans le sarcome de Kaposi, avec des lésions localisées, le traitement sera local, radiothérapie, chimiothérapie intralésionnelle, électronchimiothérapie ou des applications d'imiquimod ou bien de l'alitrétinoïne également, qui est un acide 9,6-rétinoïque topique. Dans la maladie de Kaposi localement agressif, extensif et disséminé, c'est la doxorubicine liposomale et le paclitaxel. Malgré l'administration de ces drogues chez notre patiente, on a eu un échec. Et dans le cas du sarcome de Kaposi épidémique, c'est avant tout la trithérapie antirétrovirale, d'ailleurs, qui avait d'excellents résultats puisque la patiente avait une charge virale indétectable et associée à un traitement systémique spécifique dans les formes agressives. Je pense qu'il convient d'identifier ces formes agressives et de voir sur le plan thérapeutique comment on pourrait booster l'immunité puisque malgré un traitement bien conduit, la patiente a quand même eu une évolution défavorable. Comme nous le voyons, diapo suivante s'il vous plaît, au cours de l'évolution, elle est décédée dans un tableau d'infection et de sepsis avec un tableau de cachexie. Diapo s'il vous plaît. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, professeur Lee, pour ces 2 vignettes très intéressantes. C'était super d'avoir cet excellent rappel sur la syphilis, pathologie
Bien connu, mais en effet en résurgence, donc c'est un rappel extrêmement utile. Et sur ces formes agressives de Kaposi chez les patients pourtant bien contrôlés au niveau du VIH. Merci pour cette jolie revue. Moi, je voulais faire juste un petit commentaire sur le premier cas où vous disiez que la syphilis, c'était vraiment l'apanage des patients qui ont des rapports sexuels avec les hommes. Il y a une alerte ces derniers mois, entre autres de l'OMS, etc., parce qu'en fait, on recommence à avoir quelques cas chez les femmes, et en particulier, et c'est le problème de la syphilis chez les femmes, de syphilis congénitale. Et Absolument. voilà. Et en fait, la résurgence de la syphilis dans la population des HSH, donc des hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, bah, ce sont souvent pas des populations tout à fait hermétiques. Il peut y Mhm. avoir des hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes, mais qui ont aussi des rapports sexuels avec les femmes. Et donc, il y a un débordement de cette épidémie, parfois chez les femmes et même chez les bébés, malheureusement. Donc, c'est très important d'y penser aussi, même si évidemment, c'est beaucoup plus rare. Absolument, il faut y penser. Comme vous le dites si bien, la plupart des hommes ayant des rapports avec d'autres hommes sont des mariés. Ils sont mariés, ils sont dans des ménages, parfois monogames, parfois polygames. Et c'est ça qui rend complexe la prise en charge de ces populations. Heureusement, en tout cas, je pense que c'est valable d'ailleurs pour tous les pays d'Afrique subsaharienne, le dépistage de la syphilis est obligatoire au cours des consultations prénatales. Encore faudrait-il que les femmes se présentent en consultation prénatale, mais c'est systématique et le duo syphilis-VIH, malheureusement, on a certaines zones où une certaine frange de la population ne consulte pas, n'a pas de consultation prénatale et c'est ce qui rend complexe la prise en charge. En tout cas, le message, l'un des messages clés que je voulais faire passer, c'est que, la syphilis, elle revient, donc il faut y penser devant toute lésion pour laquelle on n'a pas d'étiologie et même des co-infections sont possibles, demandez facilement la sérologie syphilitique. Ça ne coûte rien et ça peut rapporter gros. Très bon message, je pense, en effet. Et nous, on discute même donc vous disiez en effet de le faire au moins une fois pendant la grossesse, quand on a la femme sous la main, évidemment. Ça, c'est indispensable. Et puis, il y a toute la question de l'infection pendant la grossesse, que ça soit par le VIH ou par la syphilis, et donc de la répétition de ces sérologies. Mais à nouveau, il faut avoir la femme sous la main et de pas toujours se rassurer de ne pas avoir de VIH et de syphilis au premier trimestre, par exemple, et de penser éventuellement à refaire ces sérologies. Mais merci beaucoup. À Euh, Dakar, on répète 3 fois pendant la grossesse, la sérotonine. voilà, tout à fait. Est-ce qu'il y a des questions sur ces deux très belles vignettes avec les rappels qui allaient avec? Je pense une question sur la syphilis chez les personnes vivant avec le VIH. Est-ce que la syphilis asymptomatique, donc a priori une latente, chez une personne vivant avec le VIH, est-ce qu'on peut la traiter par une bithérapie d'oxy et extensiline 3 fois? Oui, pourquoi pas. Normalement, dans les stratégies thérapeutiques, ce qui est préconisé, c'est que pour les syphilis précoces, c'est-à-dire la syphilis primaire, la syphilis secondaire et la syphilis latente précoce, qu'on ait le même traitement, c'est-à-dire la benzatine pénicilline. Et maintenant, les nouvelles stratégies, c'est d'associer la doxycycline, tandis que pour la syphilis tardive, c'est-à-dire la syphilis tertiaire et la syphilis tardive, il faut au moins 3 injections espacées d'une semaine si c'est uniquement une atteinte dermatologique. Et en cas d'atteinte de neurosyphilis, il faut un traitement par voie intraveineuse. C'est les recommandations. Et de plus en plus, quand même, c'est l'association avec la doxy qui a montré une efficacité supérieure, même si on l'a vu que les différences n'étaient pas statistiquement significatives toujours. C'est le message. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, et peut-être rappeler que la différence vraiment entre la phase précoce et la phase tardive, enfin le cut-off est mis à 1 an en général. Oui, Donc mais un an pour... voilà, pour faire la différence entre le précoce et le tardif, et que quand on ne sait pas, quand on ne peut pas dater, on traite une tardive, enfin on prend la sécurité, quoi. D'ailleurs, on sait rarement, d'ailleurs, pour Oui, ceux qui
Oui, parce que malheureusement, on n'a pas l'habitude de faire des dépistages rapprochés, sauf dans les populations à risque comme les populations clés, les professionnels du sexe, les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et les usagers de drogue par voie intraveineuse. Juste, Fatimata, il y a une question à voix haute. C'est Jean-Mathieu Mbambe. Vous avez la parole. Monsieur, allez-y. Ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Si la question est toujours d'actualité, vous avez la parole. Il faut juste ouvrir le micro. Mhm. Sinon, monsieur peut mettre aussi la question dans le QR, je la lirai si c'est compliqué de ouvrir le micro. Ça vient pas. OK. Non. Alors, je continue les questions dans le QR. J'ai une question, mais je pense que vous en avez parlé, c'est peut-être bien de le redire. Est-ce que si la sérologie est négative, on élimine le diagnostic? Je pense qu'on parle de la syphilis ici, bien sûr. Oui, ça fait partie des questions que j'avais posées dans le quiz. Mm. Alors, au stade primaire, les sérologies négatives n'éliminent pas le diagnostic. Par contre, au stade secondaire, toutes les sérologies syphilitiques sont positives. Si vous avez une certitude diagnostique, alors même que le laboratoire vous répond négatif, insistez, et peut-être que c'est un phénomène de zone. C'est quoi le phénomène de zone? C'est qu'on a une hyperconcentration des anticorps, et quand le biologiste dilue le sérum, il va avoir la surprise de voir une positivité. Si vous êtes certain de votre diagnostic de syphilis secondaire, refusez une sérologie négative. Les sérologies sont toujours positives au stade secondaire. Maintenant, au stade tertiaire, c'est plutôt l'anatomopathologie, et l'immunohistochimie qui vont confirmer le diagnostic. J'espère avoir répondu à la question. On ne comprend pas, Charlotte. Charlotte? Pardon, oui, c'est moi qui suis distraite sur mon micro. Une question sur le traitement de la syphilis chez la femme enceinte et est-ce qu'il y a un suivi particulier chez une femme enceinte que l'on a traitée? Oui, je commence par le suivi. Le suivi, en fait, pour tout patient qu'on traite pour la syphilis, en particulier chez la femme enceinte, se fait avec la sérologie non tréponémique, non spécifique, c'est-à-dire soit le RPR, soit le VDRL, puisqu'il s'agit de dosage quantitatif. Et avec le traitement, on s'attend à la diminution de la moitié à M3, à M6 et à 1 an. On doit négativer la sérologie si le traitement a été précoce. Donc, il faut suivre avec la sérologie. Deuxième question, est-ce qu'il y a des recommandations spécifiques pour la femme enceinte? Oui, il y a des traitements spécifiques. C'est toujours la pénicilline de toutes les façons pour le traitement de la syphilis, en sachant que chez la femme enceinte et allaitante, la doxy est contre-indiquée. C'est pourquoi tout à l'heure, dans le tableau récapitulatif, j'ai donné l'option de la ceftriaxone qui peut être utilisée en toute confort, c'est-à-dire sans risque d'effet secondaire chez la femme enceinte. Mais la surveillance se fait avec le RPR ou le VDRL. Alors, je rebondis sur le RPR-VDRL et le titre de ce RPR-VDRL parce il y a une question. Est-ce que le titre va nous dire si c'est une syphilis secondaire? À partir de combien dit-on que c'est une syphilis secondaire basée sur le titre? À ma connaissance, je ne sais pas si toi tu as... À ma connaissance, le titre ne permet pas de dire que c'est une syphilis primaire ou secondaire. Ce qui va être intéressant, c'est une sérologie positive. Quand elle est positive, si c'est au stade primaire avec le chancre, on dit que c'est une syphilis. Stade secondaire avec toutes les manifestations qu'on a vues tout à l'heure, c'est positif, mais pas de corrélation entre le titre et le stade. Par contre, on a une corrélation quand le patient est traité. Quand le patient est traité, on a une diminution du titre des anticorps. Quand le patient est traité. C'est ça qu'on utilise pour le suivi et comme vous venez de le dire, qui doit diminuer dans les 3 à 6 mois, qui doit diminuer au moins divisé par 4. Et pour la plupart des gens, se négativer si c'est traité au stade précoce, tout à fait.
Donc, en effet, on ne se base pas sur le titre pour le secondaire. Il y a une autre question qui demande les raisons d'avoir perdu de vue, enfin, du fait que le patient guinéen soit perdu de vue et le pronostic que vous supposez pour ce patient au Sénégal. Alors, la deuxième partie de la question, je ne sais pas si j'ai bien compris. En tout cas, parmi les facteurs de risque de perte de vue, il y a le coût quand même du traitement qui n'est pas donné. Et si le patient a un épuisement financier, ça peut justifier qu'il soit perdu de vue. Après, c'est une patiente qui n'avait pas souhaité poursuivre son traitement en Guinée pour plusieurs raisons et qui a préféré rester au Sénégal pendant plus d'1 an avec des hospitalisations récurrentes, mais je pense que le fait qu'elle n'ait pas les moyens de continuer son traitement a fait qu'elle a interrompu régulièrement en Guinée son traitement, parce que c'est des chimiothérapies quand même qui ne sont pas données dans un contexte socio-économique qui peut être assez défavorable. Je pense que c'est l'une des raisons. L'autre raison, comme je dis, tout le temps, on dit que ce sont les patients, peut-être aussi que c'est nous, les soignants, qui devons faire plus d'efforts dans la communication pour que le patient comprenne tous les enjeux de la prise en charge. Je pense qu'il y a un rôle majeur de la part de nous autres soignants pour fidéliser, si on peut employer ce terme, nos patients à la consultation et à la prise en charge. C'est tout simplement l'éducation thérapeutique. Parfait. Et alors, il y a, je pense, une dernière question sur la différence entre la syphilis précoce et tardive, dont on parlait tout à l'heure. Peut-être repréciser? Ouais, je reprécise et puis éventuellement, Charlotte, si elle veut compléter. Alors, donc, on distingue la syphilis précoce de la syphilis tardive. Et comme on l'a dit tout à l'heure, le cut-off, c'est-à-dire ce qui permet de séparer les deux, c'est la période de 1 an. Donc, on regroupe sous le terme de syphilis précoce la syphilis primaire, c'est-à-dire le chancre syphilitique, la syphilis secondaire et la syphilis latente précoce, c'est-à-dire la syphilis sans manifestation clinique, juste une sérologie syphilitique positive, mais qui date de moins d'1 an. Ça suppose, bien sûr, qu'il y ait une antériorité. Tandis que la syphilis tardive regroupe la syphilis tertiaire, toutes les manifestations, y compris et surtout la neurosyphilis, et la syphilis latente tardive, c'est-à-dire la syphilis sans manifestation sérologique, mais qui évolue depuis plus d'1 an. C'est comme ça qu'on subdivise les deux, la syphilis précoce et tardive. Maintenant, dans le meilleur des mondes, ça veut dire qu'on a une sérologie antérieure qui permet de dire si cette positivité, elle date de moins d'1 an ou bien elle date de plus d'1 an. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et en cas de doute, mieux vaut traiter par excès que par défaut. Et il y a un dernier message que je n'ai peut-être pas abordé. J'aimerais quand même insister que pour les patients qui sont séropositifs pour le VIH, la neurosyphilis est précoce. Et pour rechercher les signes de neurosyphilis, rien de mieux qu'une consultation ophtalmologique qui peut montrer des signes, des signes tels qu'une rétinite, une choriorétinite ou une kératite, qui sont des signes prédictifs d'une neurosyphilis, qui sont des signes prédictifs. Donc, quand un patient est infecté par le VIH, il faut demander une consultation ophtalmologique. S'il y a des anomalies, ne pas hésiter à aller vers la ponction lombaire. Et en fonction des anomalies cytochimiques et la sérologie au niveau du LCR, on pourrait retenir ou non le diagnostic de neurosyphilis, puisque sur le plan thérapeutique, il y a quand même une différence fondamentale. Dès qu'il y a une atteinte de neurosyphilis, il faut un traitement par voie intraveineuse, ce qui n'est pas le cas en l'absence de neurosyphilis. C'est vraiment un message, je ne sais pas si j'ai assez insisté, sur lequel je voulais également dire un mot. J'espère que j'ai répondu aux questions. C'était très clair. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Lee. Il est 18h58, donc on va clôturer cet Aphranum dermato qui, je pense, était tout à fait passionnant. On a vu des tas de pathologies parfois bien connues, mais sous des angles différents, parfois émergentes ou émergents sous des formes différentes, et avec
3 présentations d'excellente qualité, de multiples photos intéressantes. Je pense qu'on rentre chez nous et vers nos pratiques avec un petit peu plus d'outils en main. Donc, vraiment, merci beaucoup à nos 3 orateurs qui étaient répartis un petit peu partout dans le monde ce soir. J'espère que ça vous a plu en tout cas et que vous continuerez à vous connecter quand cela vous intéresse aux différents modules Afranom. Le prochain, c'est le 12 juin sur la gestion des antirétroviraux. Donc, n'hésitez pas quand vous recevez le mail et l'alerte à vous inscrire. Je vous dis au revoir à tous et encore merci à tout le monde pour les orateurs, les présentations et la bonne participation de tous ceux qui étaient là ce soir. Merci encore tout le monde. Merci Et beaucoup. Au revoir. rendez-vous le 12 juin. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.